je me méfie beaucoup de ce truc de projet personnel, parce que je vois que ça mine pas mal de gens. Il y a beaucoup de gens qui sont habités par ça. J'ai pas fait de projet personnel. Comme si c'était un fantasme obligatoire. Voilà, c'est ça. C'est comme si t'es vide, t'es personne si tu fais pas de trucs personnels. Mais en même temps, moi j'ai appris à voir que dans le travail de commande, il y avait des choses plus personnelles. C'est juste. Et moi, il y a certains travaux de commande qui ont été fondateurs pour moi et où je me suis dit, bah là, t'as trouvé un truc personnel. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur Sens Créatif, le podcast qui ouvre le champ des possibles et explore les liens entre créativité, boxon et transcendance. Je m'appelle Jérémy Kleiss. Je m'appelle Laurent Bazar. Et nous sommes passionnés par la créativité que nous considérons comme une quête initiatique et holistique. Pour en savoir plus, vous pouvez nous suivre sur Instagram @senscreatif_podcast. Ce podcast est sponsorisé par Patreon. Patreon donne le pouvoir aux créateurs de faire ce qu'ils aiment et de recevoir une contribution financière de la part d'une communauté. Ouais, et moi ce que j'aime énormément avec Patreon, c'est qu'il permet aux créateurs de créer de la manière qui leur convient et d'entrer directement au contact de leurs fans sans être obligé de passer par le système, entre guillemets, hein, tu sais, genre les grosses agences, les labels de musique, enfin c'est tous ces trucs-là. Ouais, là tu prends vraiment le pouvoir et tu peux monter ta page Patreon un petit peu comme tu veux, avec tes propres termes, et puis du coup bah fédérer ta communauté derrière, quoi. Oui, c'est un super outil. Tu crées vraiment un système un peu vertueux et horizontal, ouais. Voilà, ça c'est vraiment un truc qui est important, une énergie horizontale. On sort un peu de ce système pyramidal où on est toujours obligé de demander l'autorisation. En fait, pas besoin de demander l'autorisation, on le fait à notre manière. Bah d'ailleurs, sans Patreon, qu'est-ce que serait devenue la communauté Sens Créatif? Je te le demande. Voilà, exactement. Merci Patreon. Donc, si vous avez envie de fédérer une communauté autour de votre projet artistique, quel qu'il soit, et que vous n'avez pas forcément envie de passer par le système, Patreon, c'est peut-être bien la solution pour vous et peut-être une bonne manière pour gagner de l'argent et vous faire du flouze. Voilà. Pour en savoir plus, vous pouvez visiter la page de Patreon, www.patreon.com. Exactement. Ceci étant dit, mon cher Laurent, comment vas-tu? Eh ben écoute, à part des épisodes Covid qui chamboulent tout, parce que vraiment c'est le chamboulement. Oh, punaise, ouais. C'est le chamboulement et le boxon. Et ben on s'adapte. Par exemple, là on est en train d'enregistrer cette intro complètement à l'arrache. Oui, mais c'est la magie du podcast. On a trouvé les solutions. C'est pour ça qu'on est là aujourd'hui. Oui, ça a été galère de se retrouver pour pouvoir. On a eu plein de soucis techniques, mais bon, soit nous voilà au rendez-vous. Et Jérémy, aujourd'hui, on reçoit qui? On reçoit l'incontournable Vincent Mahé. Ah, trop bien. Et Vincent Mahé, si vous êtes fan d'illustration, vous le connaissez très probablement. Parce qu'on l'avait rencontré à Nîmes Illustre l'été dernier. Ouais, ça c'était très cool. C'est une très très bonne rencontre. On en parle au début de l'interview. Vous pouvez d'ailleurs réécouter le mini-épisode en amont si vous voulez, si vous ne l'avez jamais écouté. Écoutez le mini-épisode. Il y a quelques petites répétitions dans cet épisode. Aujourd'hui, c'est la version longue. Pas tant que ça en fait. Ouais, une paire. Quelques-unes. Voilà. Donc voilà, Vincent Mahé, donc illustrateur qui a beaucoup bossé dans la presse, donc que ce soit à la revue dessinée, 21. Oui, c'est un illustrateur de commande. Voilà, il se définit comme ça. Ouais. Il a bossé pour le New Yorker, le Washington Post. L'énorme campagne Kenzo qui a été diffusée à la fin de l'année, qui est magnifique. Si vous avez l'occasion de voir cette animation, elle est incroyable. Très très cool. Ça, c'était pour un petit peu la petite présentation de Vincent. Alors dans cet épisode, on discute évidemment de son parcours et de ses origines familiales. On discute également de son passage dans les studios d'animation et il s'était spécialisé dans les décors. Et puis ensuite, en fait, il s'est lancé en tant qu'illustrateur freelance. Oui, on va donc du coup découvrir pourquoi est-ce que, après avoir fait des études en anime, soudainement tu te retrouves à changer de chemin. On discute aussi avec lui de sa fascination donc pour l'architecture et de tout ce qui est urbain. Très calé, oui. Ouais, il est bien son sujet. Gros passionné. Ça fait partie vraiment des choses qu'il adore dessiner, c'est les bâtiments, quoi. Oui. C'est impressionnant. Et on va parler également de son installation en atelier avec Tom Ogomat et Bruno Mangioku. Voilà, que vous connaissez très certainement. D'ailleurs, on a enregistré dans le fameux atelier. Et ça c'est plutôt cool. Vu sur Paris à 360 degrés, monsieur. Ouais, ça c'était super beau. Impressionnant. Et pour nous, de toute façon, l'énergie collective a toujours été quelque chose d'assez important, donc on avait envie de voir ça un peu avec lui. On l'a bien ressenti, comment ça a changé les choses pour lui. On parle de ses premiers pas dans la presse. Et il y a aussi du souffle nouveau que lui et plusieurs de ses amis ont apporté dans l'illustration. C'est intéressant d'avoir son regard. Ouais, puis on va voir également l'évolution de son style, ce qui lui a permis de tester des nouvelles choses dans son travail de commande. Parce qu'en fait, on va voir que le travail de commande, c'est pas si boring que ça. Ça peut vraiment donner beaucoup de sens aussi. Oui, parfois il y a une sorte de dichotomie entre le perso et le professionnel. Ouais, le projet personnel. Voilà. Et lui, on va se rendre compte qu'il fait pas de séparation. Et que ça le dérange pas tant que ça. Exactement. Moi, j'ai trouvé ça hyper inspirant. Et on verra qu'en plus, ces boulots de commande deviennent des boulots de projet personnel. Et ça, c'est incroyable. Exactement. Non, c'est une sorte
sorte de cercle vertueux all in dans cette discussion et dans son regard sur les choses. Donc on parlera également de sa BD Pour toujours, qui est absolument magnifique, mais qui malheureusement n'a pas rencontré son public. Oui, je n'avais jamais entendu parler de cette bande dessinée auparavant. Et puis c'est chouette, je suis reparti avec un exemplaire dédicacé. Merci Vincent. À la demande générale, on a discuté aussi de son processus créatif et comment il construit ses images. Plusieurs personnes m'avaient demandé de lui demander parce que c'est vrai que c'est assez fascinant de voir comment il construit ses images. On va aussi parler des difficultés qu'il a rencontrées sur son parcours, mais notamment des erreurs de casting. Ouais. Ça arrive. On fait aussi un petit aparté science-fiction. On se rend compte qu'il est fan de science-fiction. D'anticipation. Oui, pardon. Et enfin, pour terminer, on discute aussi de parentalité. Vous savez très bien que c'est un sujet qui nous intéresse également. Et en quoi est-ce que le fait de devenir papa a changé la donne pour lui? Ouais, les perturbations que ça apporte, puis aussi un petit peu les changements dans l'équipe familiale. Et puis comment tu passes d'auteur célibataire à finalement auteur en famille. Exactement. Ça change beaucoup de choses. Et d'un tas d'autres petites choses. Donc, sans plus tarder, on est très heureux de vous présenter notre discussion avec Vincent Mahé. Bonne écoute. Du coup, t'as pas de casque, pas de retour, rien du tout. Non. Alors on pourrait. On est comme ça, nous. On pourrait avoir des casques. Quand on est en studio, on a un casque. Ouais. On aurait pu te faire venir dans un studio d'enregistrement, montrer que c'était plus sympa de te rencontrer sur tout notre travail. Ouais, tout à fait. Non, je suis content de parce qu'on est où là exactement là? Bah là, on est dans mon atelier. J'aurais tendance à dire notre atelier parce que je partage avec mes amis, certains qui sont des très vieux amis et d'autres qui sont devenus des amis parce qu'ils ont débarqué ici, ils ont été parachutés dans notre petit atelier. Pour faire une description rapide, allez, visite des lieux. C'est parti. Un rectangle de 50 mètres carrés sous pente dans un immeuble du 18e à Paris. C'est très beau. 6e. On n'est pas loin de la Seine. Ouais. C'est quoi, ces quartiers Saint-Germain? Ouais, je crois que c'est Saint-Germain-des-Prés et on est dans la bien nommée rue des Beaux-Arts, en face de l'école. On donne le numéro carrément, le numéro. Ouais. On va s'arrêter là. Non, parce qu'après on va attirer les frères Kouachi. on en parlait avec Laurent, pas les frères Kouachi, mais du fait que quelle meilleure rue pour habiter pour des artistes que la rue des Beaux-Arts. Non, ouais, c'est marrant pour travailler, ouais, carrément. Franchement, c'est. Ouais, non, c'est cool. Et puis voilà, on est ici depuis 2013 avec notamment Bruno Mangioku, Tom Ogoma. Ça parlera à nos auditeurs et nos auditrices. Ouais, des illustrateurs comme ça. Et puis il y a aussi depuis. Vous vous rendez compte de là où on est? Ouais, depuis 3 ans, il y a Lila Poppins qui nous a rejoint. Ouais, j'adore. Ouais, donc elle, comme elle intervient avec du papier, qu'elle fabrique des structures. On va dire plus imposante que les autres. Il y en a une là. Voilà, il y en a une là. Impressionnante. Du coup, elle prend plus de place que nous qui travaillons sur nos petits iPads et nos trucs. Mais c'est ravissant de l'avoir travaillé au quotidien. Ouais, ça, c'est très cool. C'est clair. Voilà. Et puis après, il y a différents artistes après qui sont plus dans le domaine de l'animation et qui font du design de personnages, notamment Julian Rolls. Ah ouais, je connais pas. Qui a un travail incroyable. Enfin, il a travaillé sur des longs métrages incroyables. Et là, il travaille sur l'adaptation d'une célèbre BD française. Voilà. J'ai pas le droit d'en dire plus. Okay. Très bien. C'est cool de le voir travailler là-dessus. Bon, on mettra dans les notes. Alors, Vincent, pour les personnes, donc déjà, bienvenue sur Sens Créatif, parce qu'on n'a pas eu l'occasion officiellement de souhaiter la bienvenue sur le podcast. Merci. Donc on est. Je suis content d'être là. Ouais, c'est la deuxième bienvenue. Oui, parce que on s'est rencontrés cet été à Nîmes, au festival Nîmes s'illustre. Et je garde un excellent souvenir d'une certaine soirée à manger des pizzas et boire des bières jusqu'à 4h du mat en plein centre de Nîmes devant ton hôtel. Absolument. C'était très sympa. Épique. On est allé au bout du concept. Très chouette. C'est très cool. Et donc voilà, on est hyper content de te recevoir aujourd'hui. Merci pour ton temps. Alors, on imagine que la plupart des gens qui écoutent ce podcast te connaîtront, mais pour les personnes qui ne te connaissent pas, est-ce que tu pourrais très brièvement te présenter? On a commencé par le lieu, passons à l'individu. Voilà, on a commencé par le lieu, ouais. C'est important, le lieu. Oui, on verra. Moi, je suis Vincent Mahé, illustrateur. C'est comme ça que je me présente habituellement. Souvent, avec illustrateur vient la question de mais quoi, qu'est-ce que tu fais, etc. Mais bon, voilà, là, est-ce que c'est un vrai métier? On parle à des initiés. Illustrateur de quoi? Donc oui, c'est ça. Donc moi, illustrateur, donc je vais un peu décliner ça sous différentes formes, mais il m'est arrivé de faire des livres pour enfants, également des affiches, notamment pour du cinéma. Il m'est arrivé aussi de travailler pour des marques qui ont besoin d'affiches, qui ont besoin de supports dessinés. Et après des expositions plus personnelles, voilà, mais toujours avec ce style que disons que j'essaye
Comment tu qualifierais dans ton lequel style j'essaye de mettre de la narration, Ouais. mais pas séquentiel. Enfin, disons que je me suis essayé au séquentiel dans un livre qui s'appelait Pour toujours, qui est mon dernier livre d'ailleurs, qui est assez confidentiel. Hein, il est resté un peu il est assez confidentiel, voilà, mais Confidentiel comment non, c'est-à-dire qu'il a pas se vend sous le manteau. Non, c'est il a peut-être pas trouvé son lectorat, je pense, autant que d'autres livres que j'ai pu faire. Mais j'aime beaucoup c'est un livre jeunesse, mais qui peut aussi être c'est un livre, il a plusieurs lectures. C'est un livre jeunesse un petit peu plombant. Super. Dans le sens où non, mais je suis allé un peu fort, enfin pas fort, mais disons que j'ai voulu parler de la vie dans sa globalité et sans éluder rien du tout, quoi. Voilà, donc, notamment la fin. Ok. Et, bah oui. Et du coup, non, mais c'est un livre que j'aime beaucoup. Je vous montrerai, mais c'est la première fois que je me suis essayé au séquentiel et ça m'a beaucoup plu. Mais la plupart du temps, voilà, pour revenir au cœur de ce que je fais, c'est faire passer une idée dans une image. Ah oui. Avec j'adore y mettre de l'humain, mais toujours inscrit dans un lieu. Oui. Ouais, le lieu est important. Voilà, le lieu est important, l'architecture est importante, le paysage que j'ai fait intervenir plus tard dans mes idées de dessin, mais maintenant c'est vraiment 50-50. Je suis parti d'une énorme passion et fascination pour l'urbain. Ouais. Et maintenant j'atterris doucement. Ça vient d'où ça, cette fascination pour l'urbain? Ça vient d'où? Ok, alors je vais m'allonger. non, mais en fait, en gros, ça moi, fait 90 €. Ouais. Non, je pense, petite analyse de mon enfance. Je suis né à Paris. Ouais. Et quand j'ai eu 3 ans, mes parents sont partis en province. En Bretagne? Ouais, en Bretagne pour ouvrir un restaurant. Et je sais pas pourquoi, mais moi je me suis toujours défini auprès de mes amis comme étant parisien. Voilà, c'était un truc, moi je suis né à Paris. Ah oui, ok, ouais. Alors qu'en fait j'étais un breton. C'était trop cool. Voilà, mes parents étaient bretons, enfin voilà, ils sont bretons, ils sont pas morts. Et donc du coup, je sais pas pourquoi, voilà, j'avais une obsession, c'était je retournerai à Paris. Et du coup, je pense que via ce prisme-là d'être parisien, je me suis intéressé à des grandes villes du monde. Je me souviens, la petite souris une fois m'avait rapporté un livre de photos sur New York. Ah, elle est sympa, la petite souris. Carrément. Ouais, ça m'avait voilà. J'ai jamais quitté ce livre jusqu'à très tard dans ma vie pour dessiner. Quand j'ai découvert Sazek, alors énorme choc. Miroslav Sazek. Miroslav Sazek, ouais. J'adore. Donc une série pour resituer, un illustrateur tchèque qui a fait un livre par ville, quoi. En gros, et à chaque fois c'était This is London, This is New York. Ouais, c'est ça. Et bon, c'est dans les années 60, peut-être jusqu'à fin 70. Mais bon, moi à l'époque, je faisais pas la différence, tu vois. Et juste, en fait, c'était juste fascinant de voir la richesse. Enfin, le premier que j'ai eu entre les mains, que j'ai trouvé à la bibliothèque, c'était This is New York, et je crois que je l'ai jamais rendu, quoi. Enfin, je l'ai gardé à la maison parce que j'adorais ce livre. Et puis voilà, après, qu'est-ce qu'il y a pu mais c'est-à-dire dans les livres de Miroslav, il y avait tout ce travail de l'architecture, justement, il dessinait les villes, les bâtiments. Ouais, ça absolument. Absolument. Et vu que c'était toujours des scénettes où il y avait un personnage. Parfois, il y a que un personnage quand il décrit des métiers, des choses comme ça, mais souvent, en fait, le personnage est inscrit dans un décor et ça va en duo, quoi, le personnage, le décor ou le personnage, son véhicule, et puis souvent il y a des doubles pages assez Et vu que t'étais à la campagne mais que tu te rêvais citadin, c'était genre les bâtiments, exactement. Les buildings. Il y avait un truc, c'est fait pour tu moi. vois des skylines dans tes rêves, ça. Ouais, non, mais puis après quand je suis arrivé en art appliqué, quand j'étais ado, après j'ai découvert des architectes comme Tadao Ando ou même Frank Lloyd Wright. Tu connais mieux que moi. Corbusier. Le Corbusier, je connais. Voilà. non, mais après, toute l'histoire de l'architecture du XXe siècle, voilà, moi ça m'a happé, quoi. Ouais. Et après tout ça c'est. Et après t'as rajouté de l'humain dans l'architecture. Exactement. Parce qu'en fait, pour décomposer un peu comment moi je suis arrivé là, j'ai fait les Gobelins. Ouais. Avec une forte envie de devenir animateur, de devenir designer de personnages, parce que ce sont les métiers rois dans ce. Mais et il y avait des films, d'animation qui t'avaient donné pourquoi l'animation? Pourquoi l'animation? Parce que j'avais à l'époque j'étais à fond dans les effets spéciaux. C'était la fin des années 90, ça commençait à arriver. Et moi, je trouvais ça génial ce qu'on pouvait faire sur un plateau de tournage. J'achetais des magazines spécialisés d'effets spéciaux. J'allais voir un film juste parce qu'il y avait tant de plans d'effets spéciaux. Enfin, je trouvais ça dingue en fait, notamment pour créer des paysages urbains. Enfin, j'ai été hyper marqué par le 5e élément, des films comme ça qui sont inscrits dans leur époque, on va dire, pour être gentil maintenant. Mais c'était mythique. Mais c'était mythique. Ouais, c'est clair. Et puis moi, ce film, je l'ai vu 200 fois, quoi. Enfin, c'était.
Et du coup, et puis après, comme je dessinais tout le temps, un jour, ma mère est arrivée, elle a dit, j'ai trouvé le truc parfait pour toi. Il faut que tu fasses les Gobelins. Elle avait vu un reportage, je sais pas, sur M6, tu vois. Ah ouais, elle est sympa, ta Et mère. ouais, elle a dit, il faut que tu te renseignes et tout. Moi, j'avais 14 ans, donc j'étais bien sûr, j'étais un peu. tu te projettes pas. Ouais, c'est ça. On est un peu mou à cet âge-là, quoi. Mais ma mère, elle était hyper motivée et tout. Donc elle m'a branché sur ce truc-là. Et moi, je me suis dit, ok, C'est allez, pas tous les vas-y. parents qui poussent leurs enfants vers Ma des mère, elle études était à d'animation. fond, quoi. Ouais. Et du coup, elle m'a dit, bah, tu vas faire telle école, art appliqué, et après, tu vas essayer. Tu quittes la Bretagne, tu te casses à Paris. Ouais, Vu c'est que de ça. toute façon, tu nous casses les bonbons constamment avec Elle m'a catapulté à Paris, ouais. Et puis de fil en aiguille, ça s'est construit comme ça, quoi. J'avais à la fois envie de faire du film, du long métrage, et à la fois envie de dessiner. Et après, donc Tu te rendais compte que t'allais travailler en équipe? Parce que c'est pas un travail solitaire. Et non. Et c'est vrai que moi j'avais un rapport très solitaire au dessin, quoi. C'était vraiment un moyen pour moi d'être seul et de passer juste 2 heures devant une feuille. Voilà. un peu en mode moine. Exactement. J'aimais bien ce côté-là, étant enfant déjà. Et puis donc je passe un peu les péripéties, mais le bac en poche, je pars à Paris, je fais l'atelier de Sèvres. Ouais. Et là, en fait, je tombe un peu de l'armoire parce que quand dans ma classe d'art appliqué, moi j'étais premier de ma classe parce qu'en fait j'étais vachement dans le dessin et les autres étaient plus dans une démarche de recherche, de design, etc. Et en fait moi je faisais des belles présentations parce que je me cassais la tête à faire des dessins et tout, donc ça me donnait des bonnes notes. Mes idées étaient pas dingues. Et puis comme j'avais une passion pour l'archi et l'histoire de l'art, en fait j'avais des bonnes notes en disserte, quoi. Bon élève. Ouais, bon élève. Et j'arrive à Paris et là j'arrive en prépa et je vois des gens qui sont des brutes en peinture, qui sont, enfin tu vois, et moi franchement, enfin. Donc je repars en bas de l'échelle, quoi. Et puis 2 ans plus tard, j'ai réussi à rentrer au Gobelin après 3 essais et ah ouais, 3 essais quand même. Ouais, 3 essais. Pourquoi il faut insister? Ouais. Bah j'ai fait l'essai on va dire crash test à la sortie du bac et puis après 2 fois jusqu'à Ouais, parce que t'étais peut-être un peu trop vert et puis ouais, c'est ça. Deuxième fois, j'ai été jusqu'à l'oral, mais l'oral enfin à l'époque j'étais encore moins à l'aise qu'aujourd'hui, quoi, donc je me suis T'es sur un podcast quand même, ça c'est cool. Ouais, non, c'est clair, c'est un progrès. Et du coup bah je me suis une concurrence, quoi, voilà. Ouais. T'es pas tout seul à passer le et à l'époque c'était pas cher. Et du coup, il y avait entre 900 et 1000 personnes qui se présentaient chaque année. Ouais, donc c'est peut-être moins le cas aujourd'hui, mais ils en prenaient toujours 25, quoi. Et donc voilà, 3e essai, c'était la bonne. Et j'arrive au Gobelin et encore une fois, je retombe en bas de l'échelle parce que là, la crème de la crème, quoi, en dessin, en animation, etc. Et puis je me rends compte que créer des personnages, animer des personnages, ça me plaît, mais c'est pas mon truc, quoi. Quand on kiffe, c'est les décors. Ouais, c'est les décors. Enfin, j'adorais faire ça, quoi. Et donc bon, après 3 ans d'études, on fait des films, etc. Et puis à la sortie, en fait, mon book tape dans l'œil de 2-3 personnes, et puis en fait, naturellement, il me propose de faire du décor, quoi. En fait, ça se voit en fait dans ce que je fais. Voilà. Après, moi, le style que j'ai aujourd'hui ne se voit pas du tout à l'époque, hein. Je resitue. On est en 2008. Je fais juste des décors de dessins animés. Tu t'as bossé sur quel dessin animé, peut-être un peu connu? Alors, j'ai bossé sur 2 projets qui sont jamais faits, mais qui étaient hyper enthousiasmants. Je reviendrai peut-être là-dessus. Mais on va dire le seul film sur lequel j'ai bossé qui s'est fait, c'est Titeuf. Titeuf, le film. Ok. Voilà. Ouais. Sur lequel j'étais lead designer décor. Ah yeah. Ouais. Ok. Voilà. Donc bon, je passe, mais bon, c'était formateur, on va dire. Pour être poli. T'as dessiné combien de décors dans un film comme ça? Je suis resté un peu plus d'1 an, je crois, sur la production. C'est vrai que c'est drôle, on n'associe pas Vincent Mahé à Titeuf, quoi. Pas du tout. Mais maintenant c'est fait. Oui, c'est ça. Ouais, c'est ça. Drôle. C'est trop tard. Elle s'en est pas celle-là. Non, en plus, j'aime beaucoup Zep, hein. J'adore son coup de crayon et tout, mais on va dire que le film, c'était un peu une entreprise commerciale, l'aboutissement d'un truc un peu culte. Voilà. Et effectivement, travailler en équipe, je découvre là à ce moment-là que c'est pas mon fort, quoi. Je suis pas un grand communicateur, communicant, on va dire. Donc le fait que tu te lances en 2013 en illustrateur freelance, c'est aussi pas mal motivé par le fait de vouloir retourner un peu en solo? C'est motivé, ouais, par le fait de disons qu'en 2011-2012, quand je suis sur ces longs métrages là et puis qui n'aboutissent pas, on va dire qu'en parallèle de ça, je lance un peu une quête artistique, entre guillemets. C'est un peu grandiloquent de dire ça, mais on va dire que je continue à chercher, quoi, où est mon
pas mon style, Ton parce que ikigai. ouais, non, je sais pas, je Mhm. cherche des trucs, quoi. J'essaye des trucs, j'ai toujours cette mini frustration à l'époque, je me souviens de pas encore être à l'aise avec les personnages. Je me dis oh là là, t'es parti à fond dans le décor et puis en Ouais, le fait décor, tu maîtrises, mais les alors que personnages, en tu sais fait pas t'as comment envie les de placer, raconter quoi. des Ouais. choses, t'as envie d'être narratif et en fait ça bloque encore. Donc je me souviens à l'époque je travaillais beaucoup les personnages. Tu gagnes ta vie à l'époque en tant Je qu'animateur? gagne ma vie en tant que je suis intermittent du spectacle et franchement ça Donc il y a un ça confort. allait, quoi. Voilà, Ouais, il y a la un vie est certain douce, confort. il y a pas d'enfants, on vit chichement, on voyage gentiment et c'est Ouais. cool. Ouais. La vie d'artiste, comme on. Ouais, comme non, on mais la l'imagine vie, parfois. non, mais la vie salariée, quoi. Ouais, En c'est fait, ça. c'est sympa. Oui, non, c'est vrai. Ouais, il oui. y a un côté En vrai, vraiment reposant, quoi. Ça tombe à la fin du mois, on a des horaires, etc. Enfin voilà. Et du coup, qu'est-ce qui fait qu'à un moment donné, tu te dis. Et du coup, je sais pas, à un moment donné, je commence à mettre le doigt sur des trucs. Je me dis ça, c'est cool. C'est comme ça que j'ai envie de dessiner les personnages. C'est comme ça que j'ai envie de faire des images. Je sens que je commence à avoir envie de continuer à chercher, à tirer le fil, quoi. Et puis donc, je continue à tirer le fil en parallèle de ma vie salariée entre guillemets. Et puis voilà, au bout d'un moment, il y a une petite cohérence, quoi, qui se met à apparaître en fait dans tout ça. Et puis voilà, je refais en 2012, je refais une dernière année d'animation. Ouais. Et là, en fait, je travaille chez Xilam sur une série qui s'appelle Hubert et Takako. Hubert et Takako. Voilà, c'est un petit cochon et une mouche. Enfin, il y a eu qu'une saison, mais c'était vraiment très fun de travailler là-dessus parce que j'étais vraiment avec des copains de longue date. Et en fait, on s'encourage beaucoup, on regarde un peu les dessins des uns et des autres personnels, quoi. Et puis là, pareil, ça continue à, je sais pas, à l'émulation et tout ça. Et puis Les copains en question, c'est Tom Ogomat et Bruno. à l'époque Manguitou, non, mais non. c'était François Momon, qui est Ah, oui, aujourd'hui d'accord. qui est aujourd'hui François, un ouais. illustrateur aussi. On connaît, ouais. Olivier Pouchelon qui lui est devenu réalisateur à D'accord. Xilam. Ouais. Tu connais, toi? Non. Qui a réalisé sa série et qui est vraiment maintenant beaucoup plus dans la narration, la réalisation. Mais à l'époque, il était au décor comme moi. Et puis voilà, à la fin de cette année-là, en fait, on discute avec Tom, Bruno, qui eux, pareil, ils faisaient de la réalisation de leur court-métrage et de publicité. Et en fait, on se dit, allez, on se fait une petite coalition de copains et on cherche un local, quoi. Ici. Et en fait, on a trouvé ici, ouais. Ah ouais, c'est ici vraiment que tout a commencé. C'est ici que tout a commencé. Ouais. C'est pour ça qu'on a du mal à partir. And still going strong. Disons que maintenant, C'est un bon spot, hein. C'est difficile quand même de c'est un bon spot. trouver mieux à Paris. On est super bien. Et voilà. Qu'est-ce que ce lieu, en fait, sur le sens créatif, on a bien parlé un peu de l'énergie collective, de la force du collectif, et qu'est-ce que ce lieu vous a apporté autant individuellement que ensemble. Ouais. Ouais, c'est une bonne question parce que on s'en doutait pas quand on l'a fait, mais c'est vrai que il y a eu un petit quelque chose qui s'est passé ici. Je sais pas comment le définir. Ouais, mais il y a eu une effervescence entre nous. On s'est beaucoup. Parce que pour dire à nos auditeurs et nos auditrices, entre toi, Tom et Bruno, il y a quand même une connivence graphique. Il y a un univers en fait. Il y a une école. Qui est logique. Une école. Ouais. On vient de l'animation, donc on a peut-être. J'ai pas mal de points communs avec Tom sous un certain aspect et beaucoup d'autres points communs avec Bruno sous d'autres aspects. Enfin, disons qu'il y a vraiment un dialogue à trois. Ouais, il y a un petit triangle et ça, on en est conscient et on cherche pas forcément à noyer ou alors à se rapprocher, mais disons que ça s'est fait comme ça naturellement. Ouais. Mais c'est vrai qu'au début, en 2013, on s'est beaucoup nourri des uns et des autres. Et on était vraiment comme un petit collectif, on s'aidait, on cherchait des solutions graphiques, il y avait aussi des entraides, on va dire, sur appel tel gars qui est tel DA, moi il m'a fait travailler, peut-être que voilà. Et puis en fait, il y a eu un peu une émulation entre nous, mais aussi un petit bruissement un peu dans Paris où on se disait, bah tiens, ces gars-là se sont réunis, ils ont telle compétence, c'est intéressant, et du coup il y a eu quelques films publicitaires qui ont été faits ici au début. Ouais. Ah d'accord. Et puis en fait rapidement, je crois que c'est moi qui ai dû commencer un peu à m'éloigner de l'animation, mais assez rapidement, moi j'ai commencé à avoir du boulot en illustration. Ah oui. Ouais. Ensuite j'ai trouvé un agent et en fait ça a un peu on va dire accéléré les choses pour moi. Et ensuite après. Ton agent c'est Costume 3 pièces. Ouais. Ouais. Et toujours aujourd'hui, on a une super relation. On pourra revenir là-dessus. Non, mais c'est intéressant aussi. Ton premier boulot de commande, c'est. Et mon premier boulot de commande, ça va être. Alors, sans agent, j'étais allé voir chez 21, la revue 21. Ils étaient juste à côté. Oui, magnifique. Bah oui. Ils avaient leur loco à côté. À l'époque,
aujourd'hui, ils ont changé la formule et tout ça, mais à l'époque, c'était il y a beaucoup d'illustrations. une des seules revues purement illustration avec du journalisme littéraire. C'était hyper intéressant comme formule et c'est pour ça que ça a marché d'ailleurs. Et pour les illustrateurs, c'était génial, quoi, parce que c'était. Ce qui est drôle, juste pour la petite anecdote, c'est que tu t'es lancé dans l'illustration grosso modo en 2013. Oui. Et moi, j'ai déménagé à Paris en 2013 pour me lancer également dans l'illustration, mais j'y connaissais rien. Oui. Et donc du coup, j'ai acheté des magazines pour voir quel DA contacter, etc. Et 21 m'a évidemment tout de suite tapé dans l'œil. Et en fait, c'est comme ça que je t'ai connu. Je t'ai connu vraiment au tout début où j'étais genre, punaise, c'est qui ce mec? Et voilà, c'est drôle parce que ton premier job, c'est un peu un des premiers où j'étais genre, moi je veux bosser pour 21. Alors j'ai pu bosser une fois pour eux, ou non, une fois, non, 2. Je sais plus. Mais en tout cas, j'étais très content. Bref, voilà. Ouais. Non, mais c'est marrant parce que, en fait, comme on a le même âge, quasiment. 33. Ouais, alors moi je suis plus âgé en fait. 37. Mais je pense que en gros, je suis arrivé dans ton radar au moment où tu te lançais. Enfin, exactement. Et c'est marrant parce que oui, on regarde un peu tous les mêmes revues. Enfin, c'est surtout si on aime la presse. Donc là-dessus, je remercierais vraiment Quentin Leeds qui a été celui qui m'a donné ma chance dès le début en fait. Il a dit OK, j'aime bien ce que tu fais, je vais te donner un article. Et t'es revenu plusieurs fois. Hein. Et et en fait, je lui suis très fidèle quand il m'appelle. J'essaye de me libérer. Après, quand je peux pas, je lui dis. Mais non, c'est un super dia. Ouais, et il est très cool. Et en fait, comme à l'époque, ils étaient voisins. Ils étaient rue Jacob, juste à côté. Ah oui. Ils ont déménagé depuis. Mais on se voyait, on déjeunait. Et puis en fait, ça s'est fait comme ça. On a eu une bonne relation professionnelle. Ça, c'était très cool. Et du coup, le premier article qu'il m'a confié, c'était un article sur la guerre en Syrie. C'était le tout début de la guerre. Et c'était un article sur des Anglais en fait qui partaient faire un convoi humanitaire, mais des Anglais d'origine syrienne qui partaient faire un convoi humanitaire pour aller en Syrie. Mais en fait, aujourd'hui, quand on relit cet article, c'est marrant, mais c'était un peu un départ en fait de type qui pensait faire de l'humanitaire, et puis certains ont dû tomber dans le djihadisme. Et on sentait déjà ça dans les lignes de l'article, quoi. C'était assez intéressant. Ils partaient tous un peu pour des raisons différentes. C'était un peu une espèce de convoi comme ça, foutraque. Et du coup, l'article m'a plu, et en fait, je me suis lancé dans. Donc là, t'as dessiné de l'humain et du paysage, forcément. Exactement. Et en fait, j'ai fait une double page. Et une narration aussi. Une double page d'ouverture complètement avec des portraits des portraits de personnages. Et après, à l'intérieur, les deux petites illustrations à l'intérieur, c'était plutôt du décor, en fait. Voilà, avec les véhicules dans les stations essence, comment ils traversent la frontière, etc. Et du coup, déjà, il y a un langage qui s'est posé là tout de suite, et puis. Plus une chose à amener à l'autre. Exactement. Et après, une fois que j'ai trouvé un agent, après, j'ai. oui, 21 plus un agent. Ouais. T'as déjà les clés là pour. Ouais, c'est ça. C'est à un moment donné, ça a déverrouillé quelque chose. Ouais. Après, je pense que j'ai trouvé mon créneau aussi au sein de mon agence, c'est-à-dire que eux, ils ont compris ce que j'étais capable de faire, pas capable de faire, et puis en fait, il y a eu un certain type de clients que j'ai intéressé. Oui, ça, de toute façon, ça fonctionne comme ça. C'est hyper important important d'être identifiable dans un book en fait. Exactement. Et en fait, je pense que comme il y a eu une cohérence de mes clients, et moi ma cohérence stylistique aussi était en train de s'aligner, quoi. Tout ça s'alignait ensemble, et puis voilà, quoi. C'était parti après. Et pour revenir au groupe de l'atelier, en fait après Tom a pris un agent aussi, et puis Bruno par la suite, etc. Et puis en fait après on s'est aussi échangé plein de retours d'expérience, des pratiques, d'être illustrateur, et on a eu des conversations fondatrices, quoi, hyper. C'est quoi ces conversations fondatrices? Non, mais je veux dire, ça c'est quand on est trois face à un métier ou à échanger des expériences, une perspective, moi, je trouve que c'est hyper riche, quoi. En fait, ça permet de pas se fourvoyer, de pas faire d'erreurs. Et je dis ça pour comparer à quelqu'un qui serait tout seul chez lui, à travailler dans son appart avec juste une relation lui agent. Nous, on avait ça en plus, c'est-à-dire on avait qu'est-ce que t'en penses, t'as vu, il m'a proposé ça. Enfin, tu vois, on peut vraiment discuter et puis oui, c'est hyper important. affiner en fait son sens professionnel, quoi. Et votre amitié fait qu'il n'y a pas de concurrence? Il y a forcément un peu de concurrence. En fait, on a une amitié très franche. Donc en fait, quand il y a un souci, en fait, vous le dites, quoi. On fait une grosse blague, on bourrine et on le dit. Et en même temps, en fait, et puis il y a jamais eu de. Quand on travaille ensemble, ça permet aussi de se tirer vers le haut. C'est genre lui il a fait ça, punaise, ça c'est trop bien. J'ai envie de. C'est ça la formule. C'est stimulant en fait. Ouais, totalement stimulant. Et tu parlais tout à l'heure d'effervescence et aussi du bruissement de votre trio et de votre atelier qui s'est installé auprès des clients, mais
Est-ce que vous vous êtes rendu compte que quelque part vous aviez apporté une sorte de nouveau souffle un peu dans l'illustration, parce que vous venez de l'animation et puis il y a un peu ce style très beau, léché, fourni qui s'est un peu imposé, et je pense que vous y êtes un peu pour quelque chose. Là, j'ai du mal à avoir du recul là-dessus, mais c'est normal. Mais je sais pas. Enfin, là-dessus, je préfère rester humble, parce que je me souviens qu'à l'époque, en fait, où nous on s'est lancé, il y a plein d'autres choses qui se sont lancées. En parallèle de nous, il y avait le CRCR qui était c'est vrai, t'as raison. Collectif aussi animation qui était très léché, très, mais aussi de l'animation qui venait aussi de l'animation, et qui ont sporadiquement aussi fait de l'illustration. Je veux dire, à côté de leurs films, il y a autour de ce groupe-là, il y a Hugo Bienvenu aussi qui gravitait, lui aussi a depuis explosé. Je me souviens que en même temps que nous on est sortis de l'école, il y a eu une promo qui est sortie des Arts Déco Strasbourg qui était incroyable aussi, avec Simon Roussin, Marion Fayolle. Donc il y a une génération comme ça dans laquelle vous êtes comme inscrit. tout, en fait, là j'imagine qu'en ce moment il y a une génération qui émerge. Bien sûr, de toute façon. Et et c'est là t'as raison, parce que c'est difficile de mettre le doigt sur ce qui est en train d'émerger maintenant. Oui. Mais c'est peut-être qu'on n'a pas la grille de lecture. Et on le verra dans 4 ans. C'est ça. C'est ça. Mais rétrospectivement, c'est intéressant ce que tu dis, que on essaye toujours de faire des ensembles, tu vois, de faire des groupes, en fait, d'essayer de trouver une cohérence. Ça a été toujours ça depuis toujours, hein. Il y a des écoles, des écoles de style. Après, je sais pas. Après, un style n'est pas figé dans le temps. C'est-à-dire que toi, ton style, tu le disais tout à l'heure, depuis tes débuts, il a évolué, il continue à évoluer. Et, tu t'es retrouvé, j'imagine, à un certain moment où tu t'es peut-être dit allez hop, je tente quelque chose, et tant pis si c'est pas le style que je faisais là depuis peut-être 1 ou 2 ans. Est-ce que t'as vécu ça? Alors, des ruptures aussi nettes, pas forcément, mais il y a eu des petits glissements où sur une commande je me suis dit tiens, on va tenter ça. Je me souviens, on en avait parlé à Nîmes. Le croquis, le côté faire j'ai commencé moi en faisant de l'aplat. Je vais me répéter un peu pour ceux qui ont déjà écouté, désolé. J'ai commencé en faisant de l'aplat, et ensuite moi parallèlement je faisais beaucoup de carnets de croquis où j'avais cette ligne un peu rotring noire, ligne claire, et puis des copains et puis les agents ont été de bons conseils en me disant quand même cette ligne c'est dommage, elle est très belle, elle apporte beaucoup, pourquoi elle est pas présente dans tes travaux de commande? Parce que t'avais l'impression de te foutre de la gueule des clients. Exactement, je me disais je fais ça trop vite. C'est pas ce que demande le client. J'étais encore vachement subordonné à ça, parce qu'en fait quand on commence, tu projettes sur le client. Moi, j'avais un peu cette position. Je suis leur employé. Je suis votre subalterne. Donc vous m'avez demandé ça, je vais vous donner ça. Enfin c'est la meilleure qualité. C'est comme ça qu'on commence. De toute façon, après il y a des gens qui s'en libèrent plus ou moins vite de ça, mais moi j'ai mis du temps, franchement, à dire non. Aujourd'hui je suis assez à l'aise à dire voilà ce que j'ai à proposer artistiquement, voilà ma proposition, en fait, c'est à prendre ou à laisser, je veux dire, ça vous plaît ou pas, quoi. Mais à l'époque, comme je me cherchais et que je voyais un client arriver et qui me disait on a bien aimé ça, et c'était un truc en aplat, je vais refaire de l'aplat, etc. Et j'étais dans un truc, et c'est comme ça aussi qu'on s'enferme dans un style. Voilà. Exactement. Mais c'est aussi important d'être reconnaissable, genre il y a cette ambivalence qui est compliquée. Je me souviens quand je t'ai rencontré, j'avais divers styles, et tu me disais amuse-toi, parce qu'à un moment donné, on va t'appeler que pour la même chose, et ça va être chiant. Et en réalité, en même temps, c'est le fait d'être reconnaissable qui t'apporte du taf. Et de l'autre, c'est important d'avoir une sorte de terrain de jeu pour pouvoir expérimenter et tester des nouvelles choses. Et quand t'as fait 4-5 fois le même type de commande, tu te poses vraiment des questions. Tu te dis, est-ce que je vais continuer à faire ça longtemps, quoi. Ouais. Alors si ça t'ennuie, il faut changer. Mais à un moment donné, c'est pour ça que moi j'ai jamais eu de cassure nette. Non pas parce que je me méfiais d'être plus reconnu, mais en fait j'avançais vraiment, quoi, un peu en tâtonnant, quoi. Et le fait de réintégrer cette ligne, ça a été sur une commande, en fait, où j'avais pas beaucoup de temps, et où je me suis dit allez. Là, je vais faire un beau clean en noir, et puis je vais juste remplir à l'intérieur, parce que là j'ai pas le temps. Et on peut vraiment appeler ça de la ligne claire en plus, parce que t'es vraiment dans ça. C'était, je me dis, allez, ça faisait quelques années que j'étais un peu, j'avais un truc un peu RG-esque, on va dire, dans les visages et tout ça, et je me dis tiens, vas-y, on va assumer la case de BD, quoi. On va faire la ligne claire, puis après, comme j'avais une palette limitée de couleurs, ça j'ai toujours eu. Oui. Et en fait, je l'ai gardé dans la ligne claire.
Donc il y avait une sorte d'entre-deux en fait. Et du coup je rends mon travail. Et puis j'avais vraiment l'impression de m'être moqué du client quoi. Et en fait ils ont adoré. Et après, j'ai continué. Une mini parenthèse. Oui. Est-ce que tu connais l'illustrateur belge Jan van der Wacken? Parce qu'il fait de la ligne claire, beaucoup d'architecture et aussi des palettes limitées. Alors j'ai Jean van der Wacken, je vais le dire à la française. Ça te dit quelque chose? J'ai une très mauvaise mémoire des noms. En fait, moi, je mémorise les images et les avatars Instagram. Mais après, les noms, en fait, c'est le dernier truc que je mémorise. Mais on regardera. Non, t'inquiète, avec plaisir. On parle de ligne claire. Je suis toujours friand de découvrir. Ah bah l'école belge. Oui, elle est énorme quoi. Ah bah oui. Culture du bâtiment. Totalement. Moi, tout ce qui est comment il s'appelle toutes les couvertures de Monsieur Magazine, Flock. Voilà. Ah, Flock, bien sûr. Flock, j'adore. Flock, c'est magnifique. Tête Benoît. Puis il a fait Flock, il a fait beaucoup aussi d'affiches de films. Enfin, Flock, c'est d'une élégance. Ouais, voilà, c'est vraiment l'élégance, puis c'est la capacité à. Je connais pas. On te montrera. Non, mais je pense que tu as déjà vu. C'est la capacité à la fois l'architecture et l'humain, quoi. Il est vraiment capable des deux, quoi. Donc ça a été énorme influence pour moi, Flock. Et puis forcément après les grands RG. Jacob, bien sûr. Voilà. Et puis après des références plus récentes quoi, mais Chris Ware notamment. Oui, j'y pensais. Aux États-Unis, Daniel Close, voilà. Oui, bien sûr. Ouais. Aussi, voilà. Après là, on s'éloigne peut-être un petit peu plus de ce que moi je fais, mais ça pourtant Chris Ware est important pour toi. Totalement. Ouais, totalement. Ouais. Pourquoi? T'es fan? Ouais, je suis un gros fan. Ouais, je rate rien de ce qu'il fait. Déjà au niveau de la narration, c'est incroyable quoi. Le côté, je trouve qu'il a une espèce de réflexion complètement holistique quoi de la vie. Et souvent sans dialogue. Du temps. Moi j'adore ce genre d'œuvre en fait qui essayent d'être totales. On retrouve ça on retrouve ça dans Pour Toujours hein, c'est cette approche là. Et il peut être assez déprimant aussi Chris Ware. Donc totalement, du coup tu me dis que ton dernier bébé ton livre il est un peu déprimant, tu t'es dit allez, je le fais à la Chris Ware. Très Waresque, c'est ça. Exactement. Mais moi ça me fait pas peur ce côté-là, ce côté un peu plombant comme ça, mais c'est vrai que la plupart des gens à qui j'en parle me disent c'est très beau mais bon c'est hyper plombant, comme si c'était contradictoire. C'est que des destins horribles, et puis le type est assez froid comme c'est une sorte Chris Ware. Chris Ware, oui. C'est une sorte de robot quoi. Mais énorme cerveau quoi. Tu vois, le mec il a une espèce de réflexion sur l'archi, sur l'histoire de son pays. Tu vois, qui fait intervenir par gouttes comme ça, c'est fou quoi. Et puis il fait tout à la main. Et puis la poche graphique. Il fait tout à la main, mais ça c'est un truc de fou. Parce que quand tu vois, tu te dis c'est l'illustrateur, c'est pas possible. Non. Et non. Tire-ligne, tout à la main. Plume. C'est un véritable artisan, un crafter. C'est ça. D'ailleurs, en parlant de craft, est-ce que tu pourrais un peu nous parler de ton processus créatif? C'est-à-dire que quand on observe ton travail, on sent c'est très cinématographique, les cadrages, on sent vraiment que tu as fait de l'animation, et on aurait aimé savoir comment tu penses et comment tu construis tes images. Ok. C'est la minute tuto. Ouais, alors c'est ça. Alors étape 1, casser les œufs, farine. Alors petite recette. Alors disons que tu aimes la gastronomie, donc. Voilà, on va faire comme une recette. Disons que effectivement, comme je suis passé par l'animation, on va dire que je vais avoir une approche assez de cadreur quoi en fait. C'est-à-dire que même si le format c'est un A4, donc on n'est pas du tout sur un écran ou quoi, mais si le format par exemple c'est un A4, je vais sortir mon carnet. J'appelle ça mon carnet poubelle, mais en gros c'est les pages que je remplis quoi. Je vous montrerai après, mais c'est là où je gratte toutes mes idées pour chaque début de projet quoi. Et en fait je vais faire un A4 mais qui va faire 5 cm de haut sur 3,5 ou 4 de large. C'est ton thumbnail. Et je fais du thumbnail comme on dit. Et puis en fait je vais en faire 10, 20 jusqu'à ce que je trouve la bonne compo. Au début ça va être hyper charbonné. Et puis alors je cherche comme un cadreur, c'est-à-dire je me dis est-ce que j'ai besoin ici d'un overlay qui passe devant, est-ce que dans le fond il y a ma ligne d'horizon, je fais et je fais pas forcément de dessin technique à cette étape-là, on va dire ça va être purement du blocking comme on dit quoi, c'est-à-dire je cherche par masse, je cherche vraiment c'est vraiment de la pure compo. Après on va dire je vais sélectionner là-dedans un ou deux cadrages ou une ou deux idées qui me plaisent et je vais les redessiner en un peu plus grand. Voilà, là on va être sur du 10 cm par 7 quoi. Et puis là je précise alors la taille du personnage,
on va dire c'est un peu mieux dessiné, voilà. Entre guillemets. Si voilà, là je vais rajouter les petits oiseaux, c'est peut-être là que je vais avoir mes idées un peu de narration, quoi. Et puis bon, après ça reste un croquis, donc à partir de là, moi je vais le prendre en photo, je vais l'importer dans Procreate ou dans Photoshop, et puis là à ce moment-là je vais commencer à tracer le clean en noir et blanc, et puis là je vais repréciser des choses, je vais travailler les expressions, je vais travailler il y a peut-être une petite étape avant où je transforme un petit peu le croquis. Si je vois que en compo ça marche pas, là je déforme un peu, il y a un petit passage numérique un peu, et puis après tu te documentes beaucoup? Ou parce que justement avec cette influence cinéma, est-ce que par moment tu vois un plan dans un film, tu te dis punaise ça ferait une bonne illu, ou tu te balades dans la rue, tu vois je fonctionne pas par référence déjà, on va dire digéré artistiquement, c'est-à-dire je vais pas regarder un film ou un tableau, mais par contre à partir du moment où je vais avoir bloqué ma compo, là à ce moment-là, je vais faire des recherches assez poussées du lieu en fait que je veux représenter. Parce que là c'est là que j'apporte aussi une certaine richesse dans les détails architecturaux, dans les vêtements, enfin après c'est là que j'apporte un peu le. Donc là, tu vas regarder des documentaires sur Internet? Non, ça va être plutôt... franchement, je me sers énormément de Google. Franchement, que ce soit Images ou Street View, c'est juste une fenêtre sur le monde, quoi. J'ai pas beaucoup le temps de sortir de l'atelier quand je suis un peu la tête dans le guidon, mais voilà, c'est petit tips qui fait pas rêver, mais je pense que voilà, on est... non, mais en fait, c'est vrai que je sais pas. Imagine, je vais avoir une illustration où ça va être pour le New York Times ou quoi, et où ça doit se passer dans une banlieue. C'est arrivé récemment, en fait. Ça doit se passer dans un quartier. Voilà, moi c'est pas quelque chose que j'ai apporté de main. Et je vais pas aller chercher, enfin je pourrais je vais pas aller chercher le livre du gros photographe qui a travaillé sur les suburbs, tu vois, voilà, ça pourrait être ça existe, mais voilà. Ça va être déjà un filtre esthétisant, tu vois, bien sûr, qui va m'influencer dans les compos et tout ça. Et à contrario, tu peux pas non plus prendre on va dire un décor standard, parce que ça va te bloquer, tu vas te dire à un moment c'est pas la vérité. Donc mais du coup c'est ça. Ah oui, tout ce que, enfin, je fais pas confiance à ma mémoire, si tu veux. Je vais pas me dire si je sais ce que c'est qu'une banlieue américaine. Voilà, puis je vais faire comme ça passera. Puis en fait, quoi. Et du coup, j'ai surtout tendance vraiment à me relier au réel. À un public américain en plus, donc du coup, voilà, en tant que Français, tu peux pas. Ah oui, ça peut se voir, tu vois. Ouais, complètement. Le gars il a une baguette dans la rue. C'est gouré là. Non, mais je sais pas. Ouais, typiquement les banlieues américaines, il y a peu de gens qui marchent sur les trottoirs, par exemple. Tu vois, il y a des petits détails comme ça, c'est vide. Enfin, c'est vrai que c'est le genre de choses auxquelles on pense pas. Bien sûr, les gens restent chez eux ou ils arrivent en voiture. Quand je représente la rue à Paris ou la rue en Europe, je sais que il y a pas mal de vélos, des trucs comme ça. Bon, bref, c'est des petites observations comme ça à la volée. Et du coup, pour finir sur ce projet, je suis allé sur Google Street View, j'ai tapé Atlanta, tu vois, les villes un peu Denver, tu vois, et puis j'ai cherché, quoi. Après, je regarde, tu vois, je me dis, ah, tiens, là, c'est le type de maison que je cherche, un peu classe moyenne, comme ça. J'aime bien ça, le petit détail crado, du grillage, tu vois. Et puis, je finis par trouver la maison que je cherche, en fait, tu vois. Et force de te balader. J'ai fait ma balade. Des fois, ça me prend 2 heures. Des fois, je me perds, je vais voir d'autres trucs. Mais voilà, c'est comme ça que je trouve mes références. Et après, c'est ça que j'aime à la fin, c'est avoir ce petit détail, enfin, cette petite richesse qui se dit, ça existe. Ouais, bien sûr. C'est-à-dire que j'arrive à faire passer par la palette limitée et par la manière de représenter les personnages qui est assez simple, une forme d'universalité, une forme de simplicité, en tout cas d'image très lisible tout de suite, mais j'ai quand même envie que ce soit tangible, tu vois. J'ai envie que les gens c'est ce qui va les relier aussi au réel, quoi. Enfin, complètement. Donc j'aime bien naviguer cette ligne un peu fragile, en fait, entre réalisme et parce qu'il y a beaucoup de poésie dans tes images. C'est-à-dire que malgré l'aspect très réaliste, malgré le souci du détail, tu arrives à amener beaucoup de simplicité et donc beaucoup de poésie. Ça c'est assez. Alors la poésie, elle arrive sans que ce soit prémédité, mais c'est vrai que ce que j'essaye de faire, c'est que dès que je vais sentir une certaine froideur ou si je tombe d'un côté du mur, quoi, c'est-à-dire dans le réalisme froid, il va falloir que je rajoute quelque chose, quoi. Il y a un équilibre à trouver, une balance, quoi. J'ai toujours besoin même si là récemment ça peut m'arriver par exemple de faire une vue d'une ville vue du dessus. Ça peut être un peu froid, en fait, parce que c'est clair, bien sûr. Comme dans le film Pro Kenzo, en fait, où les grues passent au-dessus. C'est de la pure archi, tu vois. C'est un peu froid, mais
là je vais me dire ok, là il faut que je mette le paquet sur la lumière. Il faut que la lumière ait de l'émotion en fait. Donc souvent ça va passer par une lumière rasante ou un coucher de soleil ou quelque chose qui se passe dans le ciel. Et là j'injecte de la poésie, tu vois. Enfin en tout cas j'injecte quelque chose de chaleureux, de vivant. Et puis parfois ça peut être là je vais me dire à la fin allez là il manque d'un oiseau quoi, ça manque de vie quoi, ou il y a je sais pas. Je pense que sur la fin, je vais toujours chercher la petite touche qui va me sortir de cette froideur, justement. Donc, du coup, la poésie, elle est amenée par ton souci d'amener de la vie, en fait, dans tes images. Peut-être. Après, je dis ça, il y a des images que je fais qui sont pas forcément narratives, mais je trouve que la narration, va me faire tomber du bon côté, quoi. Si je fais une rue de New York, purement performative, c'est des bâtiments avec une belle perspective et tout, mais bon si j'y mets 3 voitures déjà on franchit une étape dans la vie. Si j'y mets un commerçant qui est sur le pas de sa porte, tout de suite on est avec lui. Si je mets quelqu'un qui passe avec son chien et puis après comme ça par layer on rajoute de la vie quoi, on rajoute Allô, ici le Patate Club. Et nous interrompons quelques secondes cet épisode, car si vous êtes encore là, ça veut probablement dire que cet épisode vous plaît. Et si c'est le cas, pourquoi ne pas venir en discuter sur le Discord Sens Créatif, qui est gratuit et ouvert à tous. Vous pouvez aussi soutenir financièrement le podcast en vous abonnant sur Patreon. Ça nous aiderait énormément, et ainsi vous deviendriez membre du Patate Club, histoire d'accéder à des tonnes de bonus. Pour en savoir plus, cliquez sur le lien présent dans la description de l'épisode ou attendez la fin. Un ou une membre du Patate Club vous expliquera tout. Allez, retour à l'épisode. Et puis parfois tu vas dans le cosmos, où tu fais des illustrations dans l'espace. Alors ça c'est une autre de mes passions. T'as fait un hommage à la science-fiction. La science-fiction. Ouais. C'est une autre de tes passions. Ça rejoint en fait. Ça rejoint l'architecture du ciel. Le type de film que je regardais quand j'avais 14 ans. Ah oui, bien sûr. Je pense que c'est né là. 2001, l'Odyssée de l'espace. J'étais un énorme fan de Star Wars, honnêtement. Donc plutôt le côté moins intello de la Non, je sais, j'ai tenté, tu vois. Mais non, c'est mais Star après, Wars, bien évidemment. sûr, après, moi, aujourd'hui, on va dire que la science-fiction que je consomme, je suis devenu hyper exigeant, quoi, hyper dur. Je peux plus regarder, tout ce qui est le MCU, Star Wars et tout, je peux pas, quoi. Tu t'es arrêté au... Ouais, non, mais le début des films des super-héros, tu vois, à ce moment-là, j'ai fait... Ah oui, okay, moi j'en peux plus non plus, j'en peux plus. Quelqu'un qui partage ma on va dire que ils m'ont perdu aux Avengers, tu vois. C'est ça. Quand ils étaient à plusieurs et qu'il y avait des trucs qui venaient de l'espace et tout, j'ai fait ok, j'arrive plus, je comprends. Moi non plus. J'ai vu le premier des Avengers, j'ai adoré, je me suis vraiment éclaté. Et puis après j'en pouvais plus, après c'était l'overdose. Ouais, voilà. Ouais, moi j'ai plus kiffé un Interstellar que... Ah ouais, non, mais Interstellar. Ouais, exactement. Tu vois, clair. Interstellar, Arrival aussi de Denis Villeneuve, j'adore. Ce genre de SF un petit peu ancré dans le réel, comme ça, moi je suis très friand. Alors, qu'est-ce que t'as pensé du dernier de Dune? Dune, attention, touchy. alors qu'est-ce que j'en ai pensé? Je vais donner un avis. T'es exigeant. DA très très belle, voilà, très léché, un petit peu froid. Je trouve que ça peut manquer de vie un peu, notamment dans la ville sur Arrakis. Là, je trouve ça un petit peu maquette. Ouais. Mais en même temps, si je me souviens bien de la lecture de Dune quand j'avais 18-20 ans, c'est un livre qui est très froid, qui est très hiératique comme ça, tu vois, c'est très les grandes familles, tu vois, c'est très comme ça, il y a une noblesse un peu. Oui, il y a pas un soin qui est porté sur la populace. Non, ouais, c'est ça. Tu vois, il y a pas tiens, le petit commerçant en bas, tu vois, c'est pas l'esprit du ouais, non, c'est pas donc j'ai trouvé ça très fidèle et franchement, je me suis régalé. Voilà. Super. Moi, j'adore son travail sur Blade Runner 2049. Très très belle DA aussi. Ouais. Ce film est magnifique. Et pourtant, c'était casse-gueule au possible. Ouais. Et il s'en est sorti haut la main. Très belle DA et puis aussi belle musique. Je trouve que l'emballage est très bien. Après, toujours sur le scénario, je trouve que c'est un petit peu plus creux, mais voilà. Et donc l'espace en fait. Mais je m'intéresse aussi pas mal à ce qui se passe en fait en ce moment dans le spatial. Bien sûr, c'est en fait c'est la course au... Je vais pas faire, si vous voulez, si je me lance dans un truc de science-fiction, dans une image de science-fiction, je vais pas faire l'an 10 000 quoi. Enfin, ça m'intéresse pas trop de faire des vaisseaux à la Dune justement en forme de libellule et tout ça. Ce qui m'intéresse, c'est bosser pour Ariane Space. Ouais, exactement. Ouais. Ça c'était un super chance de bosser pour eux. Et du coup, c'est ça qui me plaît, moi, c'est de réussir à connecter notre époque
avec un futur proche en fait. C'est ce qu'on trouve en architecture d'ailleurs beaucoup. En fait c'est ça, c'est que plus que la science-fiction, moi ce qui m'intéresse c'est l'anticipation. J'aime bien le petit pas 30 ans en avant quoi. Par exemple un film comme Les Fils de l'homme de Cuarón, bien sûr, magnifique. Bah c'est un film qui m'a remué à fond parce qu'en fait ça parle de nous aujourd'hui quoi. Et c'est ça qui est intéressant dans l'anticipation, c'est que ça parle on va te prendre une problématique comme l'immigration ou tu vois ou l'eugénisme et puis en fait on va te faire un film où on est dans 20 ans. C'est ça. Et donc du coup on arrive à être suffisamment angoissant et suffisamment pertinent et voilà. Je sais pas s'il y a un film sur une utopie en fait d'anticipation, c'est souvent des dystopies. Et même s'il y a une utopie, elle devient dystopique quoi. Bah oui c'est ça. Il y a les utopies même Huxley Le Meilleur des mondes, tu vois c'est une utopie. On est là-dedans. Ouais. C'est une utopie, mais quand même, quand tu finis le bouquin, et oui, c'est pas bien. C'est pas bien. Tu te dis, mais je veux pas de ça. Et en fait, donc ouais. Et au final, la poésie, c'est une manière de s'échapper un peu de peut-être cet avenir qui peut faire peur. Mais qu'on peut anticiper. Mais moi, je suis assez optimiste. Enfin, ça se ressent dans mon dessin, mais je suis. On va dire que si je dois traiter une thématique qui est lourde, déprimante, je vais être encore plus tenté d'être simple dans mon dessin. Ouais. Tu vois ce que je veux dire? C'est je vais avoir envie de mettre de l'universel en fait. Donc je vais être un peu plus abstrait quoi. Voilà. Je partage ça avec toi, je suis un indécrottable optimiste en vrai. Moi, après, je suis peut-être un peu le ravi de la crèche, mais disons que dans mon dessin, je tomberai jamais dans enfin, j'arriverai pas à faire quelque chose d'angoissant ou voilà. Et alors on en a un tout petit peu parlé à Nîmes déjà, mais aujourd'hui t'es un illustrateur hyper installé, t'as bossé pour des grosses marques comme Apple, Google, le New Yorker, Kenzo, enfin you name it. Et on aurait aimé savoir, est-ce que tu pourrais nous lever un peu le voile sur peut-être des difficultés que t'as peut-être eues sur ton parcours, parce que parfois quand on observe des illustrateurs ou des illustratrices, tu sais, vraiment très installés dans le paysage, on peut se demander mais quelles ont été les perturbations qu'ils ont pu vivre dans leur parcours? Ah, il y en a plein, il y en a plein, elles sont d'ordre différent, mais perturbations, il y a les angoisses qu'on traîne tous quoi. Est-ce que je vais être pertinent? Est-ce que ça va durer? Donc ça c'est un peu le lot quotidien. T'as ce doute là qu'à un moment ça dure pas et c'est ce qui te pousse à continuer. Alors je l'ai un peu moins parce que je me dis que si ça dure pas, je ferai autre chose. Ouais. Enfin, c'est-à-dire que T'as pris la sagesse par rapport à ça. Un petit peu. Voilà, mais je l'avais beaucoup au départ. Je me disais bon allez, on bosse à mort parce que ça va pas durer. Et j'avais ce truc là et puis en plus mes agents me l'avaient dit. Ouais. Quand ils m'ont pris dans l'agence, ils m'ont dit 10 ans après, bye. Il peut y avoir une vague, ça peut être 2 ans, ça peut être 8 ans, 10 ans, mais il faut surfer la vague. Voilà. Et en fait moi ça m'avait Ah ouais, mais c'est un peu flippant quand même quand tu penses. Il y a un côté c'est une réalité du marché. C'est une réalité oui, en fait. Oui, il y a des cycles voilà, il y a je sais pas si vous avez remarqué mais les agences communiquent beaucoup sur les artistes qui font rentrer, ils communiquent pas sur les artistes qui sortent. Eh ben non. Mais les artistes sortent en fait, par la petite porte. Ce serait horrible dans la newsletter. On a mis machin dehors, ça marchait pas. Non mais c'est exactement ça. C'est des conversations que des artistes ont avec leurs agents tous les jours il faut changer, qu'est-ce que tu penses de faire ça, de faire ci, parce que là t'as vu machin, et des artistes qui disent alors vous êtes gentil mais moi je m'en vais parce que vous m'avez pas fait bosser depuis 2 ans, depuis 3 ans. Bon, ça c'est la réalité du truc. Donc voilà. Après il y a des boulots qui se passent mal. Il y en a. Franchement, il y a toujours une boule noire quoi. Ça arrive. Ça m'est arrivé 2-3 fois. Et je parle pas mal de il y a trop de retours, ou vraiment ça se passe mal quoi, c'est-à-dire tu sais pas ce que tu fais là. Ça allait dans le mur quoi. Ouais, ça va dans le mur, on va arrêter là parce que ça marche pas. Enfin, ça il y en a hein. Oui, c'est toujours tendu, et puis ça laisse un peu ça peut faire un peu des dégâts quoi. Derrière t'es un peu tu te dis légitimité, voilà, qu'est-ce que j'ai merdé, et en fait c'est pas l'artiste qui a merdé la plupart du temps, c'est juste une erreur de casting, une mauvaise rencontre. Oui, les erreurs de casting ça existe en illustration. C'est juste à un moment donné c'est pas facile de s'en dépêtrer, surtout quand parfois t'es choisi par prenons une marque ou quelque chose d'assez prestigieux, et tu te dis punaise ce serait trop cool, mais tu te rends compte que c'était pas vraiment pour toi et tu te retrouves embarqué dans un parce que des fois on te choisit parce que c'est une concordance en fait de paramètres qui font qu'ils vont arriver vers toi
et tu te retrouves finalement embarqué dans un boulot qui te correspond pas du tout. Et Exactement. Au début tu le dis pas, pourquoi vous m'appelez moi, pas une autre personne. Tu dis ok. Vous êtes sûr? C'est toujours assez intéressant de prendre des boulots comme ça. Et au bout de 2 semaines, t'as compris que il y a l'erreur de casting. Absolument. Et du coup, à contrario, c'est hyper satisfaisant quand tu vois que t'es là pour une bonne raison. Ouais, ça c'est kiffant. Tu comprends que, par exemple, typiquement, je reviens sur Ariane Espace. Moi, quand on m'appelle pour ça, je dis ouais, banco, on va faire un truc ensemble, ça va être super. Ça fait sens, c'est l'alignement. Ça fait sens. Je sais pourquoi vous êtes venus, voilà. Et puis j'arrive à voir à peu près ce que vous cherchez. Et pourtant, ce projet-là, j'ai fait énormément de sketchs. C'est-à-dire que, mais à aucun moment je me suis dit j'ai rien à faire là. Mais c'est juste après c'est les aléas du client quoi. Après mais c'est pas un boulot qui se passe mal, ça. C'est un boulot qui est plus compliqué que prévu, quoi, même. Tu te sens comment, toi, dans la commande, en fait? Parce qu'en fait, tu fais énormément de commandes. Ouais. T'as des projets en tête, mais tu te retrouves à faire beaucoup de commandes. Des projets perso, tu veux dire? Des projets personnels, voilà. Et tu te retrouves à faire beaucoup de commandes. Comment tu te sens là-dedans? C'est quoi ton positionnement et puis comment tu le vis? Ouais, alors ça, il y a un mythe du projet personnel, de sortir l'artiste-auteur, sortir des livres, quand on est illustrateur. On en parlait en off juste avant, le côté commercial artist, le côté illustrateur de commande. Ouais. Alors moi j'ai pas encore disons que j'ai pas je me méfie beaucoup de ce truc de projet personnel parce que je vois que ça mine pas mal de gens. Il y a beaucoup de gens qui sont habités par ça. J'ai pas fait de projet personnel. Comme si c'était un fantasme obligatoire. Voilà, c'est ça. C'est comme si t'es vide, t'es personne si tu fais pas de trucs personnels. Mais en même temps, moi j'ai appris à voir que dans le travail de commande, il y avait des choses plus personnelles. C'est juste. Et moi, il y a certains travaux de commande qui ont été fondateurs pour moi et où je me suis dit là t'as trouvé un truc personnel. Et pourtant, c'était une commande. C'était une marque de valise ou tu vois, enfin c'est pas très reluisant mais en fait alors ce boulot là juste incroyable, c'est pour bagagiste t'as fait en fait des images en fait de villes en fait du monde entier et c'est complètement dingue. Moi j'adore et c'est un de mes trucs les plus personnels justement. J'ai pas de mal à le dire. Ils sont venus me voir en disant on va créer une série de stickers qui fait le portrait de ville en fait de ville où pour Tokyo t'as fait le quartier de Ginza et écoute quand j'ai vu ton image où c'était. Non mais en fait j'ai voulu tout faire à hauteur de rue en fait. Tu vois genre je me suis dit quand on est un touriste avec sa valise, on déambule et en fait je vais pas faire des panoramas quoi parce qu'on passe pas sa vie en haut de la Tour Eiffel ou en haut de Roppongi, en haut d'une tour, tu vois. C'est toujours un moment dans les voyages en fait où t'as un panorama, tu vois. Quand t'as appris parce que c'est vraiment des endroits on va reconnaître la ville, mais c'est pas des bâtiments mythiques en fait de la ville, ce sont des bâtiments qui sont très à vivre standards, en fait, citadins. Ouais. Et donc ça, typiquement super projet sur lequel j'ai l'impression d'avoir fait quelque chose de personnel. Il y a combien d'images sur ce projet? Et j'en ai fait 13, je crois. Ouais. Et mais je trouve intéressant dans ce que tu dis que en fait, il n'y a pas une dichotomie perso pro. Non. T'as tout mis ensemble et c'est peut-être la force de ça. Par exemple, on parlait tout à l'heure que tu essayais des nouvelles choses dans des projets de commande, sachant que parfois, enfin la plupart du temps, on entend dans tes projets de commande, tu fais le truc où t'es rodé et puis les risques, tu les prends dans tes projets perso. Toi, tu t'es dit screw it, je le fais tout en même temps et c'est probablement parce que t'as su insuffler cette personnalité dans les deux sens du terme dans tes projets de commande qu'en fait ça marche tellement bien pour toi et que t'as peut-être pas besoin de faire quelque chose à côté. Et que c'est ta voix. Bon, c'est une petite analyse en live. C'est intéressant parce que j'avais jamais vu les choses comme ça, mais c'est vrai que je fais beaucoup de commandes, je travaille beaucoup et ça me plaît de travailler, et ça me plaît qu'on continue à m'appeler. Mais plus les années avancent, oui, effectivement, plus je sais ce que je veux faire. On va dire en collaboration avec des marques ou en collaboration avec des journaux. Les degrés de liberté sont plus ou moins élevés, et ça me plaît de jongler là-dedans. Et si jamais je suis malheureux, je ferai autre chose en fait. Enfin, je veux dire là pour l'instant je suis pas malheureux. Il y a toujours ce petit truc un peu lancinant de se dire n'oublie pas que t'as quelque chose à dire, etc. Mais c'est quoi ce petit quelque chose que tu aurais à dire? Je sais pas si un jour que j'oublie pas que j'ai la capacité, si un jour je veux, c'est faire un livre vraiment plus personnel ou quoi. Mais j'ai pas l'impression pour l'instant d'être malheureux et de toute façon, tu parles déjà dans ton travail. Il y a tout Vincent Mahé dans... Ouais, c'est ça. Et puis en même temps, il y a des choses moi qui me passionnent, que ce soit l'architecture, l'espace, le journalisme même. Et il y a une partie de mon travail
où je suis plus proche des journalistes et où il peut m'arriver de faire du quasi-reportage en fait, notamment avec leur revue dessinée. Et ça, pour moi, c'est une aération, quoi. C'est en fait, si c'est vrai que si mon travail était un peu monotone dans le sens où je travaillais que avec des marques et j'attendais qu'on m'appelle via mon agent pour faire la collaboration avec tel fabricant de robinet, là, je me poserais des questions. Mais en fait, moi, ce que j'aime, c'est d'avoir tous ces pôles en fait dans ma vie. Le journalisme, le boulot qui va être un peu plus créatif, la petite expo. À un moment donné, là j'ai une collaboration avec une galerie à Paris qui s'appelle Inventaire. Oui, bien sûr. Coucou Charles. Et bah c'est encore quelque chose de nouveau pour moi où en fait on réfléchit à qu'est-ce que c'est qu'une belle affiche. Tu sais que j'étais venu à ton vernissage, mais t'avais le Covid. Et ouais, j'espérais te croiser ce jour-là. Ça a été la semaine catastrophique. Ouais. C'était vernissage, anniversaire. J'avais un rendez-vous chaque soir, quoi. Et en fait, j'ai eu le Covid cette semaine-là. Et en fait, tout est tombé à l'eau. Bon, c'est pour la petite histoire. Ouais. Mais bon, Charles a été cool, il a assuré, il a reçu tout le monde et tout. Et finalement, ça s'est bien goupillé, mais ouais. C'est clair. Mais voilà, en fait, pour l'instant, disons que c'est un équilibre qui me convient. Parce que pour en revenir à la question initiale, c'est que qu'est-ce qui peut entraver aussi la carrière d'un illustrateur? Et là, j'utilise le mot entraver de manière positive, mais si quelqu'un, par exemple, fonde une famille, et ce qui est mon cas, et ça va changer la donne. Ça va changer ton rythme. Tu peux nous en parler? Le rythme. Et en fait, t'en as deux enfants? Deux garçons. Deux garçons, ouais. Et en fait, on les voit en fait. Moi, j'arrive à voir maintenant entre les lignes sur un compte Instagram, j'arrive à voir le moment où, il a pas le temps. Un garçon et surtout une femme en fait. Tu vois, les artistes femmes qui ont des enfants, chapeau quoi. Tu vois, parce que en fait, c'est une énorme cassure dans la vie, cassure hyper positive. Parce que ça apporte de génial et tout ça. Et moi, ça maintenant c'est central dans ma vie. Mais ça c'est une perturbation dans la force de la carrière, ouais, c'est clair. Il l'a dit. Ouais. non, mais et après, en fait, moi j'ai appris à jongler avec ça m'a pris des années et moi dans ma famille en plus. C'était comment au début quand t'as eu ton premier garçon? Parce que tu dis que ça t'a pris des années. Ça m'a pris des années à trouver l'équilibre et je crois que je l'ai pas encore trouvé. Mais moi je suis pas sûr qu'on le trouve parce que chaque étape de l'enfance en fait amène des nouvelles. Et moi en fait le moment en 2014 quand j'ai eu mon fils aîné, ça commençait à prendre. C'était vraiment c'était le haut de la vague. Et en fait moi j'étais un workaholic total. Je bossais comme un malade. Je faisais des journées de 12 heures. J'étais ici et en fait à l'époque, j'avais une vie assez pratique parce qu'en fait, on s'était installé avec mon épouse juste à côté d'ici. Et en fait, là, il y avait vraiment tout était mêlé, quoi. Le bébé arrivait et puis moi, j'étais dans mon travail, je pouvais retourner bosser après. Enfin, je conseille pas, mais c'était très pratique à l'époque. Et en fait, au fur et à mesure, il a fallu tout réorganiser. Mon deuxième enfant est arrivé et là, en fait, d'étape en étape, on va dire que l'équilibre se fait, quoi. Et puis moi j'ai envie de rien rater de ces années-là. C'est quelque chose pour moi d'hyper important. Exactement, on voit que ça passe vite et tout. Et moi je veux kiffer avec mes enfants, quoi. Donc maintenant ça peut m'arriver de faire des journées de 3 heures de travail. Donc t'es revenu de ce mode workaholic. Exactement. Ah oui, t'as réussi quand même. Ah ben ouais, en fait moi t'as réussi aussi parce que la sauce a pris. Ouais, exactement. Si ça avait pas pris, ça aurait été différent. Mais disons que ces années de gros boulot au début font que maintenant, moi franchement, je refuse pas mal de boulot. Ouais, tu sélectionnes. Là. Ouais, je refuse pas mal de boulot et ça, j'étais incapable de le faire avant. Mais en dialogue avec mes agents, etc., maintenant, j'arrive à... Tu veux pas qu'un mauvais boulot vienne troller ta vie de famille. En fait, c'est ça. C'est que mais surtout, c'est ça. C'est que si j'y trouve pas du sens, ça va me rendre dingue, en fait, de perdre du temps, d'être sur un truc où j'ai l'impression juste de pas être avec mes enfants pour faire un truc nul. C'est hors de question. Et du coup, je recherche de plus en plus du sens et d'avoir du temps, en fait. Puis j'imagine que les enfants, ils apportent aussi un sens supplémentaire. Ouais, c'est clair. À tout. C'est clair, à tout. Ouais. Donc. En fait, c'est un peu une banalité ce que je viens d'envoyer, mais on en parle souvent avec Laurent. C'est assez indescriptible parce que. Ça devient cosmique et très terre à terre à la fois, quoi. Oui.
c'est très terre à terre. Ouais, quand il faut donner le bain, faire à manger, enfin il y a un truc très prosaïque quoi, c'est vraiment là faut assurer, mais il y a une transcendance, c'est clair. Il y a un truc où tu te dis la quête de sens de la carrière, elle m'a apporté ça, mais maintenant il y a un sens supplémentaire, un sens supérieur même, et everything is connected. Voilà, et ça permet. Non mais et puis en fait, tout le monde galère à trouver cet équilibre, mais disons que pour l'instant la formule que j'ai en ce moment me va très bien. Peut-être que la formule c'est de pas trouver l'équilibre. Hein. Enfin, tu vois, c'est le déséquilibre qui amène le mouvement. Non, mais l'équilibre statique n'existe pas dans l'univers. C'est toujours mais surtout, un balancier. c'est surtout trouver l'équilibre en freelance, c'est compliqué. Ouais, donc en fait, l'équilibre, c'est de réussir à faire du cas par cas, tu vois, tout le temps. Et moi, mon épouse, qui travaille aussi beaucoup. En fait, c'est ça la particularité de notre famille aussi, c'est que on a un balancier entre elle et moi permanent, parce qu'elle est réalisatrice de séries. Ah oui, d'accord. Et du coup, elle travaille énormément, mais par période. Il peut y avoir des tournages, des périodes de storyboard, des périodes d'enregistrement en studio. Enfin, pour elle, dans sa vie, il y a des impondérables, et il va falloir que je sois là, en fait, à ce moment-là. Et pareil en sens inverse. Est-ce que votre vie est un film français? Eh un peu. Un peu, il y a des claquements de porte. Il y a des mais il y a pas de musique, c'est un peu un film d'auteur. Ouais. J'aimerais bien que ce soit un Romer, ouais. Pas mal. Mais mais tout ça pour dire que en fait c'est un peu une conversation permanente en fait à avoir. Ouais. Pour réussir à sauver du temps. Et sauver du temps pour les bonnes choses, voilà. Mais moi j'ai tendance à pas aimer perdre mon temps aujourd'hui pour des choses qui n'ont pas de sens, voilà. Et après on trouve du sens chacun dans des choses différentes. Dans des choses différentes, c'est-à-dire il y a des illustrateurs qui vont regarder mon compte Instagram et qui vont se dire il y a pas beaucoup de sens, il y en a d'autres qui vont se dire c'est très bien, enfin voilà, après c'est chacun fait sa sauce quoi, mais disons que moi ça me convient bien en fait, ouais. Pour l'instant. En parlant d'équilibre, si tu le veux bien, je les ai rencontrés à Nîmes. Le podcast il est soutenu par des personnes qui nous soutiennent financièrement sur Patreon. C'est les membres du Patate Club, du World Famous Patate Club. Et on leur a dit qu'on allait t'interviewer. Donc on leur donne toujours la possibilité de poser des questions en amont. Okay. On en a sélectionné quelques-uns. Génial. Donc on va y aller. Tu poses peut-être la première? Ouais, la première question, elle est de la part de Florent. Arrives-tu à refuser certains projets? On en parlait tout à l'heure. Comment gères-tu les moments où tu as besoin de repos? Mal. Non, mais alors oui, j'arrive à refuser des projets, comme je disais, de mieux en mieux. Disons qu'un projet où il y aura pas beaucoup de sens, je vais refuser. Et est-ce que j'arrive à faire l'équilibre? De mieux en mieux, mais pas encore très bien. Ça peut m'arriver de me retrouver en vacances avec du boulot. C'est arrivé là à Noël. Ouais. Ça c'est chaud pour la vie de famille aussi. C'est pas facile. Et t'as pas pu refuser celui-là? Non, parce que c'était quelque chose qui avait du sens, beaucoup de sens. Enfin, c'était la revue dessinée justement, la chronique que je fais avec eux, qui est une chronique en fait où ça s'appelle les lieux de pouvoir. Et en fait, je vais avec le journaliste sur les lieux de pouvoir. Sur un lieu de pouvoir. Exactement. Et c'était sur quel sujet là, celui-là? Et là, c'était l'école des mines, qui est notamment le corps des mines dans l'école des mines, qui est un corps qui forme des très très hauts fonctionnaires, en gros les futurs administrateurs du pays. Et oui, c'est passionnant ça. Ouais, et du coup c'est passionnant, on est toujours très bien reçus et du coup ça permet de dessiner sur place et ensuite moi je dois transformer les dessins faits sur place. Ça c'est vraiment du dessin de reportage. C'est du dessin de reportage, c'est trop cool. Mais t'as quitté les vacances de Noël pour aller du coup là-bas? Non, en fait j'avais déjà fait la visite. Mais il fallait livrer la chronique et voilà. Et ça c'est vraiment quelque chose que j'aimerais pas perdre parce que ça a beaucoup de sens. C'est quelque chose que j'adore faire. Et donc du repos mais avec parcimonie. Voilà. Non mais après disons que voilà, on était à la montagne, j'ai pas beaucoup skié, mais bon, j'ai pris l'air. Ouais. Mes enfants se sont éclatés et moi voilà, pendant qu'ils étaient au cours de ski, je rentrais à la maison et puis je dessinais quoi. Après on peut dire que t'es entraîné. C'est-à-dire que t'es pas complètement vert devant ce type de boulot, enfin l'ampleur que ça peut. Ouais, c'est ça. J'arrive bien à évaluer. J'arrive bien à évaluer. Ce que j'arrive pas à évaluer, c'est à quel point un projet va traîner et à quel point un autre va se retrouver collisionner et du coup repousser, et voilà, là c'est ce qui est arrivé. Oui, ça c'est ce qui est arrivé, mais après c'est encore une fois, c'est toujours en dialogue avec ma famille.
Je dis bah voilà, ça va être comme ça. Qu'est-ce que je fais? Est-ce que je repousse? Voilà. Mais maintenant. Est-ce que tu entends, t'as des vétos, genre tes enfants ou ta femme qui disent ah non là chérie là c'est pas possible? Non, franchement ils sont hyper cool. Non, j'ai pas de veto, mais c'est juste on essaye au mieux d'anticiper. De toute façon, j'imagine qu'une mère réalisatrice et un père illustrateur, les enfants ils baignent dans cet environnement, et ils ont l'habitude. Ouais, bah après c'est leur normalité. C'est comme tous les métiers. Les parents, c'est vrai. Je pensais pas en fait, tu vois. Avant, je me disais, il y a un peu une doxa dans l'air du temps qui est, tu peux devenir ce que tu veux. Tu vois. C'est des parents ouvriers peuvent, enfin, si t'as envie d'être chirurgien, vas-y. Mais en fait, tu vois, il y a quand même un déterminisme énorme. Oui, forcément. Et L'environnement, moi, je vois l'éducation. mon père chef cuisinier. J'adore cuisiner pour moi dans ma vie, tu vois. Et en fait, souvent, quand j'ai des amis qui viennent chez moi et qui me regardent cuisiner, ils me disent, mais comment t'as appris tous les petits gestes? Comment tu sais qu'il faut mettre de l'eau pour déglacer? C'est quoi le truc, en fait? T'as vu ton papa faire? Ouais, bah, en fait, je dis juste, bah, je regarde mon père faire, quand je vais chez lui le week-end, je regarde comment il fait, des fois je l'appelle, je lui demande un conseil, enfin, voilà, c'est... Il y a le sens de l'observation aussi. On hérite de quelque chose, toujours. Et du coup, t'as bossé pour les grandes tables du monde. Ouais. Ça, c'était trop marrant. Ouais. L'association des grandes tables du monde m'a demandé d'illustrer la couverture de leur guide. Ouais, non, c'était. T'as même fait un petit édito. C'était marrant. Ouais, ils m'ont demandé de faire un petit édito et puis du coup, je pense qu'eux-mêmes le savaient pas, mais il y avait quelque chose de très personnel dans ce. Ouais, c'est incroyable. Boulot, comme quoi, le. Ouais, non, mais. Ouais. Et puis là, tu vois, il y avait avait du sens. Je pouvais pas refuser ce truc-là. Et puis, voilà. Mais pour en revenir au déterminisme, bah voilà, c'est j'arrive à voir que mes enfants aiment dessiner. J'essaye de pas les influencer du tout dans les codes ou quoi. Je leur dis pas bah non les yeux fais-les comme ça. Mais par contre ils ont une soif quoi de dessiner. Joseph, enfin mon grand, il adore faire des quasi-tournages. En fait, il prend des lampes, il met des filtres de couleurs devant. Ah ouais. Il met un trépied, il fait un truc, il fait une fausse émission de télé et tout. Enfin, c'est un futur youtubeur. Ouais. Je sais pas. Mais de temps en temps, je me demande si nos enfants, à 10 ans, ils auront une chaîne YouTube. Tu sais, parce que ça va tellement vite. Ça va très vite. Non, voilà, mais ils apprennent. Non, mais que ce sera leur normalité. Tu vois, par exemple, toi et moi, on fait un podcast. J'ai commencé à faire de temps en temps, je fais des podcasts avec Félix, mon aîné qui a 3 ans. Et pour lui, les podcasts, c'est normal. Et peut-être que dans 10 ans, quand il sera au collège, tout le monde aura un podcast. Tu sais, genre, aujourd'hui, c'est les réseaux sociaux. Et puis, c'est genre, c'est quoi ton podcast? Ah ouais, je vais aller écouter. Enfin, tu vois, c'est bizarre. Ouais, sachant que nous, on se dit, genre, on apprend tout from scratch, etc. Et que ce sera genre, et puis à un moment donné, on sera dépassé, et puis c'est tout. Mais Joachim, là, tu vois, il fait des bandes dessinées en ce moment. Et là, il est déjà à sa 3e saison de sa BD, quoi. Ah ouais, il enchaîne. C'est génial. C'est pas moi qui le force, quoi. Non, ils sont c'est ce dont ils sont nourris, en fait. Il y a quelque chose de fascinant dans l'enfant qui apprend. C'est fou, quoi. Ouais. Alors, on a une question de Roxane Campois qui te demande: j'aurais une question sur le style. Lorsqu'on regarde le travail de Vincent Mahé sur Instagram, d'un post à l'autre, on voit qu'il s'autorise d'abandonner la ligne, de faire des aplats francs ou des dégradés. Pareil pour les persos, parfois ils vont être tout simples puis hyper détaillés. Est-ce que ce sont des contraintes de clients ou bien est-ce que c'est lui qui s'autorise parfois en se disant allez je change? Parce qu'on en a parlé tout à l'heure, mais est-ce que des fois c'est le client qui te demande ton style ou pas? Non. Mais effectivement, il y a certains projets, je sais pas comment ça vient, mais disons que selon l'épaisseur du trait ou selon je sais pas j'ai toujours un niveau de réalisme que j'ai envie de faire varier en fait en permanence, que ce soit les personnages ou le décor. Et du coup, par exemple pour la revue dessinée, la chronique où je vais sur les lieux, j'y ai injecté un tout petit peu plus de réalisme dans les personnages, effectivement, et dans le décor. Mais il y a d'autres projets où je vais avoir envie de faire quelque chose de beaucoup plus simple. Pareil pour le dégradé ou le fait de pas mettre de lignes. Ça c'est plus pour une histoire de réalisme dans la lumière, ou des fois j'ai envie que ce soit des aplats francs, très simples, grosses lignes noires remplies, tu vois, genre cellulo de dessin animé quoi. Et puis d'autres fois j'ai envie que la ligne s'efface un peu pour avoir un joli coucher de soleil. C'est une question d'atmosphère en fait. Ouais, c'est ça, c'est que. Et puis alors après on pourrait se dire que c'est parce que j'ai telle ou telle demande du client, j'ai telle ou telle. Peut-être. Il y a une part de forcément le client lui il arrive avec des idées en tête de ce que j'ai déjà fait avant et ils me disent bah il y a ça. Mais je trouve ça vraiment rafraîchissant encore une fois de pouvoir varier
varier les types de boulot, mais aussi varier les styles. Et du coup, moi, d'avoir ce petit couteau suisse là, ça me rassure aussi de me dire que je suis pas figé ça c'est dans une épaisseur de trait ou dans un, tu vois. Disons que c'est un peu comme en cuisine, quoi. Tu vois, si tu sais faire que du risotto, au bout d'un moment, tu te... c'est clair. C'est juste à un moment donné réutiliser certains trucs, du risotto, tu le fais avec des coquillettes. Tu changes le truc. Mais non, j'aime bien avoir plusieurs outils. Je pense qu'on va intituler cet épisode La petite cuisine de Vincent Mahé. Exactement. Ce serait pas mal. Très bien. Ce serait pas mal. La dernière question d'un des membres du Patate Club, c'est Jérémy Lelaurent qui empiète déjà un peu sur ce que tu es en train de répondre. Comment vois-tu ton style évoluer à l'avenir? Tu viens de le lire. Y a-t-il des choses que tu aimerais encore explorer? Des blocages peut-être que tu traînes et que tu aimerais dépasser? Même chose pour les thématiques. Y a-t-il des thématiques ou des sujets que tu n'as pas encore eu l'occasion de traiter et que tu verrais comme un bon challenge? Ça, c'est dense comme question. Ouais, tu alors sur les blocages, c'est intéressant parce qu'il y en a, mais j'ai tourné autour. Enfin, on va dire, ils sont arrivés devant moi. Il y avait des choses que je savais pas faire ou que mais bon, je considère que maintenant le style que les styles, on peut dire maintenant, que j'ai mis en place me permettent de contourner les blocages et maintenant de réussir à peu près tout faire, je pense, mais toujours à ma sauce. Est-ce qu'il y a des choses que j'aimerais faire, un film de SF? Non, mais je sais pas, en termes de style, je crois pas, parce que j'ai confiance en le fait que ça évolue et que organiquement et que le truc, voilà, c'est ça, naturellement fait son chemin. Et en termes de projet, bah oui, après il y a toujours des choses un peu dans un coin de la tête, toujours une idée de livre ou une idée de projet, ouais. Mais je suis quelqu'un qui me laisse pas mal emmener sur le chemin. J'ai l'impression que jusqu'à maintenant les choses sont arrivées un peu d'elles-mêmes, donc le projet avec Kenzo, je me laisse surprendre. Ouais, c'est chouette. Ouais. Le projet avec Kenzo, donc il y a un film publicitaire qui fait à peu près 1 minute, c'est ça. Oui. Ça t'a redonné envie de revenir vers l'animation ou pas? T'as pas fait l'animation dessus, mais j'ai pas fait l'animation. Bon, non, il y a eu des animateurs hyper talentueux, qui ont travaillé là-dessus. Mais en fait, ça faisait longtemps que j'avais pas fait un travail de réalisation, et en fait j'ai co-réalisé le film avec Parallèle, qui est le studio. Et en fait, pour tout vous dire, dans ce projet, il y a eu une petite confusion sur qui fait quoi, parce que en fait la pub, on est vraiment pressé par le temps, etc. C'était pour les fêtes de fin d'année. Ouais, c'est ça. Et en fait, on s'y était pris vachement en avance, mais c'était quand même, il y avait une somme de boulot énorme. Et en fait, moi, il était convenu que je fasse toute l'identité illustrative en fait de la campagne. Donc que tout ce qui était dessiné en fait serait fait par moi. On peut le raconter un petit peu. Hein. L'idée en fait, c'est donc on part du Japon et ce sont des grues en fait qui amènent les parfums Kenzo jusque Paris. Donc on a cette amitié franco-japonaise en fait. C'est ça. Qui est déclinée avec une approche peut-être un petit peu imagerie d'Épinal, tu vois. Ouais, tu le sais pas, mais il est fan de Japon, il connaît très bien la culture, c'est pour ça. Ouais, non, mais tout à fait. En fait, l'idée c'est de faire ce voyage entre les deux cultures avec justement, moi je pense que aussi stylistiquement, je suis un peu à cheval entre les deux cultures. C'est ce que je fais est très franco-belge, mais l'estampe japonaise m'influence énormément, et notamment l'estampe du XXe siècle. Et en fait, l'idée c'était d'avoir ce style un peu dialogue, et puis après, moi je me suis éclaté parce qu'en fait, il y avait pas grand chose au départ du projet. Il y avait vraiment juste l'idée qu'a amené Costume 3 pièces. Eux, ils étaient studio de création au départ là-dessus, et du coup, ils ont proposé à Kenzo une idée qui était justement des grues partent du Japon. Comme si d'un château médiéval japonais, comme si c'était la fabrique du Père Noël en gros, et apporte les cadeaux Kenzo jusqu'à Paris. Donc ça c'était l'idée de départ, mais il y avait pas grand chose à part un board qui était plutôt mood quoi. Enfin, voilà. Et du coup là j'étais très libre là-dessus, et ça a été génial en fait en termes de créa. Je me suis beaucoup amusé. Mais après en fait la réalisation du film commençant, mes petits réflexes d'animation sont revenus quoi, et du coup je me suis découvert l'envie et l'appétit en fait de suivre le projet jusqu'au bout quoi. Et en fait j'ai checké chaque plan d'animateur, on a discuté vachement avec le studio qui ont fait un boulot incroyable. Enfin c'est moi j'adore ce qu'ils font, ils sont vraiment très 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 talentueux je trouve dans toute leur réalisation, et là-dessus ils ont pas démérité quoi, c'est vraiment bien ce qu'ils ont fait. Et ouais, c'était un plaisir en fait de retrouver ce petit
ce métier quoi de réalisateur, de co-réalisateur. Et encore une fois, tu vois, ça rejoint ce que je disais, c'est que c'est arrivé comme ça quoi. Le long du chemin, en fait, à un moment donné, on m'a dit tiens. Quand on t'écoute, moi j'ai ce sentiment très organique et holistique quoi, que les choses coulent de soi, l'une amène à l'autre, pas exempt de perturbations, mais en fait tout est incorporé, tout est un, tu vois, il y a une universalité, il y a pas de dichotomie dans tout ce que tu racontes et moi je trouve ça hyper intéressant. Ouais, trop bien. Ouais. Et puis non mais je vois il y a pas de raison à se torturer l'esprit quoi. Je vois beaucoup d'artistes en fait qui ces questions travaillent beaucoup, les questions de que ce soit de style, de légitimité, de est-ce que je fais les bons choix de carrière, etc. En fait, je vais dire une banalité, mais faut juste aimer ce qu'on fait en fait, aimer la manière dont on dessine, aimer dessiner comme on le fait, et puis voilà, ça trouvera son public. Ça va être la phrase d'ouverture du podcast. C'est trop bien. Et en parlant d'ouverture, un peu d'amour personnel pour son travail, tu vois, un peu d'indulgence. Ouais, c'est clair. Et pour terminer. En parlant d'ouverture, on va ouvrir une boîte. Ouais. Pour fermer. Pour fermer l'épisode. Alors, je te présente la boîte à boxon, Vincent. Ok. Donc dans la boîte à boxon, en fait, c'est une boîte... Bam, ça va sortir un truc de fou. Non, n'aie pas peur. C'est une boîte qu'on propose à tous nos invités, et dedans, en fait, il y a des questions. Et quand on tire une question, elle part pour toujours. C'est ta question et tu seras le seul à répondre à cette question-là. Donc en fait, on ouvre la boîte, hop, et tu as plus qu'à piocher une question. Un peu au hasard. Donc il y a 3 types de questions. Tu vas le voir à l'intérieur, il y a un code couleur. Il y a des questions sur la transcendance, des questions sur la créativité, des questions sur le chaos. Et je vois que tu as tiré une question jaune, donc c'est une question sur la créativité. Quel est l'ouvrage ou l'œuvre qui t'a le plus influencé au cours de ta carrière ? Alors ça c'est une question difficile parce qu'il faut choisir. L'ouvrage ou l'œuvre qui t'a le plus influencé au cours de ta carrière. Le coup de foudre, le truc où tout s'est joué, tu sais. Ouais, alors je sais pas, je dirais je vais revenir un peu sur Chris Ware, mais je le savais. Jimmy Corrigan. Mais tu vois, alors Jimmy Corrigan, j'ai première BD que j'ai lu de lui et ça m'a fait tomber dans son univers et j'adore, c'est une de mes préférées. Mais dans Building Stories, quand même, cette énorme boîte, je l'ai à la maison. Cette énorme boîte remplie de formats différents, avec ce truc complètement qui m'a fait exploser le cerveau, mais où je me suis dit en fait chaque personne est en train de lire une histoire différente parce que comme il y a 12 formats ou 20 formats là-dedans qui racontent tous un peu la même histoire sous des angles aussi différents qu'il y a de formats en fait, et il y a quand même de fortes probabilités que chacun lise une histoire différente en fait dans un ordre différent. Ouais. Et puis après c'est une histoire aussi qui est c'est en gros je vais résumer un petit peu, mais c'est l'histoire d'une femme à qui on a amputé une jambe. Quand je disais que c'était triste, parce que je l'ai lu. Et en fait, c'est l'histoire de sa vie, de toute sa vie, jusqu'à ce qu'elle ait un enfant et qu'elle soit mariée. Et cette vie est liée à l'immeuble dans lequel elle vit. En fait. Et en fait, c'est une histoire main dans la main entre l'histoire de cette femme et l'histoire de cet immeuble, parce qu'on remonte très loin dans l'histoire de l'immeuble. Ouais, Building Stories. Voilà. Et voilà, donc Building Stories, il y a un jeu de mots en plus génial, genre sur construire des histoires, construire des étages aussi. C'est méta. C'est complètement complètement méta, complètement total. Et moi cette œuvre m'a profondément marqué. Et voilà. Et s'il faut en choisir qu'une, ce serait celle-là. Ok. Ça sera celle-là. Voilà. Je conseille fortement. Un grand merci Vincent, on est ravis d'avoir pu discuter avec toi. Cette discussion, c'était hyper cool. C'est agréable. Merci à tous les deux. C'était notre discussion avec Vincent Mahé. Alors Laurent, qu'est-ce que t'en as pensé de cette discussion ? Encore un bon moment passé avec quelqu'un qu'on adore. C'était vraiment une discussion à cœur ouvert. Je pense qu'il s'est vraiment bien livré, Vincent. Ouais. On a mis. Il aime pas trop l'exercice de. Ouais. Genre on a dû un petit peu le courir après pour pouvoir enregistrer cet épisode, mais. Il l'a fait volontiers et il nous a donné beaucoup. Oui, je
hyper content. En fait, c'est marrant, c'est à la fois ce qui, en fait, il ressemble vraiment à son travail. C'est-à-dire que c'est un illustrateur, auteur de commandes, mais il arrive à apporter énormément de sens dans ce qu'il fait. Et en fait, dans l'interview, on aurait pu penser qu'il allait nous parler d'un parcours un petit peu linéaire, un petit peu facile, parce qu'il a beaucoup de succès, etc. Et en fait, c'est pas du tout ce qu'il a fait. Il nous a vraiment parlé de tout ce qui pouvait être ses doutes et de comment il affrontait les choses et qu'il y a rien qui est jamais gagné en fait. Carrément. Et qui se pose encore des questions. Bah du coup, merci Vincent d'avoir pris le temps de nous partager ça. Si vous connaissez pas encore son travail, qui êtes-vous? Mais surtout, bref, n'hésitez pas à le suivre sur Instagram notamment. Regardez ces magnifiques illustrations, parce qu'elles sont à tomber. Et maintenant, il est temps d'écouter les témoignages de Roxane Campoy, qui aimerait vous dire 2 mots au sujet du Patate Club. Salut, je m'appelle Roxane Campoy, je suis réalisatrice de films d'animation et illustratrice professionnelle et je fais partie du Patate Club, à Cal Patreon. Roxane ? Attends, je suis en train d'enregistrer mon message, comme quoi je soutiens financièrement Jérémy et Laurent sur Patreon et que c'est génial. Pourquoi c'est génial ? Bah, après tu deviens une patate. Une quoi ? Une patate, du Patate Club. C'est le groupe de Discord sur lequel on pose toutes ces questions pro et on peut parler de ses névroses dans le métier. Et ça coûte cher ? Ah, le prix d'une pinte à Lille ou un demi à Paris. Ah, dans 5 €. Oui, et puis t'as accès au podcast Les Patates parlent aux patates, un podcast bimensuel et exclusivement accessible pour les Patreons. C'est animé par Pauline Duhady et un membre mystère du Patate Club. Ouais, bah si tu veux en savoir plus, tu te rends sur patreon.com/creative-podcast. Voilà, un petit message pour dire que c'est trop cool le Patate Club, rejoignez-nous. On est devenu une secte de la patate. Pour nous aider à diffuser cet épisode, ça serait vraiment super si vous pouvez le partager avec vos amis. Et surtout, merci par avance de nous donner 5 étoiles sur Apple Podcast. Yes, ça nous fait monter dans les charts. Yes. Donc parlez-en à tous vos amis. Sens Créatif a besoin de vous. Vous pouvez aussi également nous suivre sur les réseaux sociaux. Oui, sur YouTube. Sur YouTube, parce que Instagram. on ne le répétera jamais assez. On a une nouvelle chaîne YouTube et il y a plein de contenu à aller voir là. Donc tout le contenu est sur YouTube maintenant. Oui, et des petits bonus et compagnie. N'hésitez pas à vous abonner à la newsletter. Oh oui, merci s'il vous plaît. Parce que Laurent développe un super feuilleton sur le boxon créatif. Franchement, ça défonce. Donc, je te remercie. N'hésitez pas à vous abonner. Pour trouver le lien où vous abonner, vous n'avez qu'à aller sur le site www.senscreatif.fr. Et puis évidemment, vous retrouvez toutes les infos et les notes de cet épisode sur le site senscreatif.fr. Mais c'est exactement ce que tu viens de dire et je pensais que tu l'avais pas dit. Mais c'est pas grave, c'est pas grave. Alors, pour terminer. C'est quoi? Vous l'avez 2 fois en double maintenant. Exactement. Super. Pour terminer, on remercie Adrien Guy pour l'habillage sonore de ce podcast. N'hésitez pas à le suivre sur son Instagram @AdrienGuy_Music ainsi que sur sa page SoundCloud pour écouter ses sons. Il déchire. Ouais. Sur ce, on vous donne rendez-vous dans 2 semaines pour un nouvel épisode show. Avec l'autrice de BD, Emily Gleason. Voilà, Emily. She's coming back. She's coming back. En attendant, restez créatifs et surtout... Everything is connected. Petit instant de solitude. Et surtout, n'oubliez pas, everything is connected. C'est beau, c'est beau. J'ai l'impression d'être Tom Haverford dans Parks and Recreation. Pipapapalapa. Vas-y. Non, chante avec moi. Je chante autre chose.